Bien, tous les groupes étant représentés, on va commencer. Mes chers collègues, on reçoit ce matin le gouverneur de la Banque de France, M. François Villeroy de Galhau, afin d'évoquer les questions de la conjoncture économique et celle de la politique monétaire. Monsieur le gouverneur, vous avez publié il y a quelques semaines, fin avril, votre traditionnelle lettre annuelle adressée à Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Madame le Président de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc heureux de pouvoir vous entendre nous livrer votre analyse sur la situation économique et financière dans un contexte où le sujet des finances publiques suscite un vif intérêt, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur le gouverneur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de m'accueillir pour cette audition. Dans les devoirs importants de la Banque de France, il y a de rendre compte aux élus de la Nation au service de nos concitoyens. Alors je commencerai, si vous voulez bien, par la situation économique actuelle. Et je dirais qu'elle est en phase de transition. Nous sortons progressivement de la crise inflationniste et nous allons inverser le cycle des taux. Je vais y revenir. Mais à mesure que la marée inflationniste se retire, les défis structurels de fond réapparaissent. Et je parlerai à ce titre des besoins de financement privés et publics de l'économie française. Ce sera mon deuxième point. Je commence par la conjoncture. Donc la première bonne nouvelle, c'est que la victoire contre l'inflation est en vue. Celle-ci est redescendue en France de son pic de 7,3% en février de l'an dernier pour s'établir à 2,4% en avril. Ça, je raisonne selon l'indice européen harmonisé. Comme vous l'avez vu, l'indice national est à 2,2%. Cette décrue tient certes d'abord à des facteurs extérieurs, que sont le recul des prix de l'énergie et de l'alimentation déterminés par les cours mondiaux, mais la décrue est due aussi aux effets bien réels de la politique monétaire. J'imagine que nous en reparlerons. Je veux juste relever que, outre l'effet traditionnel de la hausse des taux directeurs sur le canal du crédit, il y a à côté ce qu'on pourrait appeler un canal des anticipations. Les anticipations d'inflation ont été mieux maîtrisées et ceci a joué un rôle très positif. C'est la grande différence avec les années 70 qui a évité des spirales durables prix, salaire, marge. Alors je veux confirmer ici notre engagement. Il y aura peut-être des variations de court terme de l'inflation dans les mois à venir, mais nous allons ramener l'inflation à 2% d'ici l'an prochain au plus tard. Nous suivons de près, bien sûr, l'évolution des cours du pétrole, mais ces derniers ne montrent pas de mouvements significatifs et le prix du Brent reste à ce stade sous le seuil des $90. Nous surveillons également l'évolution des prix des services, qui sont une composante clé de l'inflation sous-jacente et qui est traditionnellement plus lente à refluer. Néanmoins, on est descendu d'un pic de 4,3% il y a un an à 3,3% en avril. Alors, un mot sur la politique monétaire. Dès lors que nous avons confiance en l'arrivée à destination, comme je viens de le dire, nous devons de choisir le chemin, la trajectoire des taux qui en minimisera le coût économique. Et donc, le temps est venu de décider la première baisse des taux courts, selon toute probabilité début juin. Ensuite, le rythme des baisses sera décidé à chaque réunion en fonction des données et des prévisions européennes. Alors je souligne cet adjectif parce que c'est un des avantages d'avoir fait l'euro avec un vaste marché intérieur que d'être désormais moins dépendant des décisions américaines. Les variations du dollar pèsent en effet pour moins de 10% de l'inflation européenne. Et nous aurons une marge de manœuvre significative avant de revenir à une politique trop accommodante. Les estimations récentes de la Banque de France évaluant ce qu'on appelle le taux neutre ou taux d'équilibre entre 2 et 2,5% en termes nominaux. La seconde bonne nouvelle, après la désinflation, c'est que celle-ci va soutenir l'activité. Nous avons évité la récession redoutée avec une croissance de 0,9% l'an dernier et de 0,2% au premier trimestre, comme l'avait prévu au passage la Banque de France. Nous venons de publier ce matin, Monsieur le Président, notre enquête mensuelle de conjoncture. Elle confirme une bonne résilience en avril, en particulier dans les services.
le mois de mai étant plus incertain à cause des ponts. Désormais, les salaires croissent en moyenne plus vite que les prix. Ceci signifie du pouvoir d'achat et donc de la consommation qui redeviendrait le premier moteur de la croissance, alors que c'était le commerce extérieur l'an dernier. Alors, si on regarde l'ensemble de l'année 2024, l'acquis de croissance se monte déjà à plus 0,5 après le premier trimestre. Les prévisions s'étagent aujourd'hui entre 1% pour le gouvernement, 0,8 pour la Banque de France en mars dernier et 0,7 pour certaines organisations internationales. À ce stade de l'année, je crois qu'on peut dire que ces écarts relèvent de la marge d'incertitude légitime. Je note par ailleurs qu'une petite musique de la reprise commence à s'entendre dans certains indicateurs européens. La Banque de France, pour cette année, en reste à un constat de résilience. Une reprise plus vigoureuse est par contre attendue en 2025 et 2026, la baisse des taux soutenant alors plus fortement l'investissement. J'en viens à mon deuxième point sur les besoins de financement de l'économie française et européenne. Et d'abord dire qu'à mesure que nous sortons de l'urgence inflationniste, nous devons retrouver ce que j'ai appelé dans ma lettre annuelle, vous en avez parlé, Monsieur le Président, nous devons retrouver une ambition de plus long terme pour muscler la croissance française et européenne. Et parmi les faiblesses structurelles, nous avons depuis 10 ans beaucoup progressé sur l'emploi. Le taux d'emploi est passé entre 2015 et 2023 de 64,7% à 68,4%. Et parallèlement, le taux de chômage, bien qu'en hausse temporaire à 7,8%, est bien inférieur à son pic de 2013 qui était à plus de 10%. Plus de 50 000 emplois privés, en outre, ont été créés au premier trimestre. Ces progrès encourageants constituent une raison de plus pour garder collectivement le cap du plein emploi, atteignable dans 7 décennies. Mais si nous avons progressé sur l'emploi, nous avons bien sûr peu progressé sur les finances publiques et nous avons devant nous des besoins d'investissement très importants pour les transitions écologiques et numériques. C'est là que je voudrais revenir sur 3 impératifs. Le premier étant, vous y avez fait allusion, de redresser les finances publiques. Notre dette publique s'élève à 111% du PIB, soit désormais 20 points de PIB de plus que la zone euro. Alors, quelles sont aujourd'hui les voies d'un redressement des finances publiques françaises? Et je serai assez bref dans mon introduction. C'est bien sûr au débat démocratique de choisir les différentes mesures d'économie et de recettes nécessaires. La Banque de France veut cependant mettre à disposition du débat son analyse économique globale et indépendante. Nous savons tous qu'il n'y a pas de solution simple et univoque. C'est un problème ancien qui n'est pas l'affaire d'un seul gouvernement et c'est un problème collectif qui n'est pas l'affaire du seul État et moins encore d'une seule mesure de redressement. Toutefois, la reprise économique et l'assouplissement monétaire attendu, j'en ai parlé, constituent un contexte plutôt favorable pour le redressement budgétaire. Et je crois que nous devons agir en premier lieu sur les dépenses. L'accélération de la croissance et de l'emploi ne peut à elle seule suffire. La cause profonde du problème français, c'est la croissance continue des dépenses publiques. Alors je voudrais être clair là-dessus, et je l'ai dit souvent devant cette commission. Je suis un fervent défenseur du modèle social européen, avec des services publics forts et une redistribution fiscale et sociale. Mais nous devons constater que ce modèle nous coûte, en France, près de 10 points de PIB de plus que nos voisins européens. Cet écart n'est pas qu'une mauvaise nouvelle, c'est une invitation à la comparaison et à l'action pour nous inspirer des solutions publiques les plus efficaces en Europe. Cela suppose un effort de priorisation et d'efficacité juste et partagé par tous, État, mais aussi collectivités locales et prestations sociales. En complément des mesures sur les dépenses, des mesures fiscales ciblées ne peuvent être exclues. Ces mesures pourraient porter sur des élargissements d'assiettes, notamment sur certaines niches, ce qui irait par ailleurs dans le sens de la justice.
Le deuxième impératif dans nos besoins de financement, c'est de veiller au bon financement bancaire des ménages et des entreprises. Là aussi, je serai rapide parce que je pense que nous y reviendrons. Alors, d'abord dire que les financements aux ménages, qui sont en grande majorité les crédits immobiliers, sont évidemment sensibles au cycle des taux. Après les niveaux exceptionnellement élevés de 2021 et début 2022, la production de nouveaux crédits à l'habitat s'est établie à seulement, je souligne seulement, 6,7 milliards d'euros en mars. Alors l'explication en tient désormais essentiellement à la demande de ménages attentistes. Je voudrais relever que plusieurs indicateurs avancés montrent cependant des évolutions encourageantes et les conditions semblent aujourd'hui favorables à une reprise progressive. Les prix de l'immobilier ont baissé et les taux du crédit se stabilisent, voire se replient. Dans les mesures de la Banque de France, nous sommes passés d'un taux moyen au début de l'année qui était à 4,2 à 3,9 au mois de mars. Les banques sont de leur côté à nouveau en posture d'offre et en capacité de satisfaire la demande de crédit, mais j'imagine que nous y reviendrons. Relever que du côté des entreprises, dans un contexte là aussi de stabilisation de leurs coûts, l'accès au crédit reste globalement bien assuré, je souligne le globalement, qui n'empêche pas la vigilance individuelle. Il y a une croissance des encours en hausse de 1,5% en mars sur un an, dont plus 1% sur les PME, tirés notamment par des crédits à l'investissement qui restent dynamiques. Je termine, si vous voulez bien, par le troisième impératif sur mobiliser l'épargne privée en Europe pour financer les transitions écologiques et numériques. Nous devons en effet mobiliser d'autres sources de financement pour couvrir les besoins d'investissement très substantiels nécessaires pour le climat et les dépenses porteuses de croissance potentielle comme l'innovation numérique. La transition climatique, à elle seule, nécessitera, selon les estimations, de 500 à 600 milliards d'euros d'investissements nets supplémentaires chaque année d'ici 2030 en Europe. En face de ces besoins, nous avons une ressource trop peu connue, l'excédent net d'épargne privée, soit plus de 300 milliards d'euros, qui chaque année, aujourd'hui, vont s'investir hors d'Europe, notamment aux États-Unis. Alors, ça, c'est le projet concret et ancien d'union des marchés de capitaux pour libérer ce potentiel de financement. Mais je crois d'abord qu'il faut redonner sa finalité à cette union et pour ce faire, la rebaptiser. Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, vient de proposer Union pour l'épargne et l'investissement. Et puis ensuite, nous devons concentrer nos efforts, plutôt qu'une myriade de mesures techniques, autour de quelques leviers choisis, dont je donnerai ici deux exemples en renforcement du rapport Noyer. Je me limite à les citer. Dans mon texte écrit, je développerai un peu plus, mais je veux laisser le maximum de temps, évidemment, à notre échange. Le premier levier, c'est le développement du financement par fonds propres, indispensable pour l'innovation. L'Europe est là très en retard par rapport aux États-Unis. Et le deuxième levier possible, c'est la titrisation verte, dès lors qu'elle est suffisamment sûre. Je suis tout à fait conscient des questions légitimes que soulève la titrisation, mais je crois qu'il y faut la sûreté et il y faut l'affectation à la transition verte. Il y a un certain nombre de solutions en la matière. Les exemples que je viens de citer illustrent une conviction, et je conclus par là. Il n'y a pas de fatalité au déclin de l'Europe. Notre continent a su réunir ses forces pour réussir l'euro. Dans un monde qui est plus dur, qui est plus fragmenté, l'Europe doit combiner sur le plan économique trois leviers partagés, et c'est le message de la lettre. La taille, c'est-à-dire le marché unique, multiplié par la puissance financière ou le muscle, c'est l'union pour l'épargne et l'investissement, multiplié par une meilleure efficacité publique. Alors, l'Europe pourra dépasser ses doutes actuels et affirmer durablement son modèle social et environnemental. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Gouverneur.
Quelques remarques préliminaires. Bon, j'entends votre conclusion sur cette confiance dans le modèle social européen et un discours que je trouve teinté sur la situation économique de pas mal d'optimisme. Alors je ne sais pas si c'est du volontarisme ou de l'optimisme par rapport à des études, mais juste quelques réflexions, et non pas en souhaitant que vous vous trompiez, parce que je ne souhaite pas du malheur pour mon pays, mais à vous entendre, ce qui serait une tendance vers le retour au plein emploi, j'observe que les chiffres de l'INSEE sont plutôt mauvais de ce point de vue-là pour la fin de l'année en termes d'indices et notamment de remontée du chômage. De même, je trouve que les quelques phrases que j'entends sur la question du logement et du crédit me semblent pour l'instant être là aussi malheureusement un vœu pieux qui ne correspond pas à la situation donnée de relance notamment de la construction. Et enfin, vous parliez des entreprises. Là, je puise simplement sur les chiffres de la Banque de France. 2023 était le record en termes de faillites d'entreprises, avec 55 000 faillites, c'est-à-dire le plus grand nombre depuis 2017. Donc tout ça juste pour dire, et je terminerai aussi sur la question, la bonne nouvelle qui peut apparaître comme le fait que les salaires, depuis quelques mois, après un phénomène inverse qui s'est étalé sur du long terme, ce qui fait qu'on aura du mal déjà de toute façon à rattraper assez vite l'écart. Effectivement, les salaires de manière moyenne sont au-dessus de l'inflation, sauf que c'est sur la moyenne de l'inflation et que c'est moins vrai si on prend, par exemple, l'augmentation des prix alimentaires et autres, qui évidemment impacte plus les revenus disposant de faibles salaires. Donc je prends déjà avec des pincettes quand même le cadre global que vous me donnez sur la suite. Le deuxième point, c'est que vous parlez de la question de maîtriser les déficits et la dette publique. Bon, vous savez que je considère que ce n'est pas aujourd'hui la question qui devrait être absolument prioritaire. Je vous fais grâce parce que je l'ai déjà expliqué ici pourquoi je considère que la dette est encore aujourd'hui, pour beaucoup de raisons, quelque chose d'assumable et de supportable. Mais en tout cas, pour ma part, elle me semble moins prioritaire que les investissements nécessaires, notamment en matière de transition écologique. Et là, quand vous dites qu'au niveau de l'Europe, en gros, les conditions sont réunies pour le maintien du modèle social européen écologique, moi je crois que dans les deux cas, on a malheureusement aujourd'hui la réinstauration, et je ne suis pas seul à le critiquer, M. Draghi, il y a peu de temps, portait des critiques à la fois sur la politique de baisse des dépenses publiques et la politique de l'offre qui s'attaque principalement à la question du prix du travail. J'ai l'impression que l'Europe est en train, au contraire, de revenir après le quoi qu'il en coûte lié au Covid, sur une politique monétariste et d'austérité avec des contraintes nouvelles réaffirmées par Bruxelles, et une politique écologique qui n'est pas au rendez-vous sur les investissements qu'il faudrait en termes de transition écologique. Donc je suis moins optimiste que vous, notamment par rapport aux autres blocs économiques dans le monde, où là, il y a une peur de décrochage. Et je voudrais rappeler quand même, puisqu'on cite souvent les chiffres de déficit public français comme étant finalement la preuve d'un décrochage français, mais quelque part, si l'an dernier, on a pu se féliciter d'avoir une croissance meilleure que les Allemands, bien meilleure que les Allemands, ça a aussi un lien en fonction des dépenses publiques et du modèle social français qui protège un peu plus dans un moment de risque de récession que justement les politiques plus monétaristes de type allemande. Et d'ailleurs, en Allemagne, il y a un débat qui s'ouvre actuellement sur cette question. Donc c'était juste déjà par rapport au contexte et à l'urgence du déficit de la dette. Et pour ma part, les annonces du gouvernement sur la baisse de la dépense publique dans les années à venir me semblent problématiques à la fois pour la question écologique, pour les besoins sociaux des Français, mais même cette année, parce qu'en général, ce n'est pas dans les moments où il y a un reflux économique qu'on le fait, sur l'activité économique. Donc ça, c'est, j'allais dire, peut-être nos désaccords, en tout cas une approche différente. Par contre, je note avec satisfaction qu'on partage un même constat, qui est en gros l'idée que j'ai trouvée dans une certaine formule, c'est-à-dire que la question n'est pas tant de savoir comment on augmente les impôts, mais d'arrêter de mal les baisser. Et moi, ce que je pense, c'est que les 6 années que nous venons de vivre
Le constat, c'est qu'on les a mal baissés de manière inégale et de manière qui sont finalement pas forcément favorables à l'activité économique, aux dividendes certainement, mais pas à l'activité économique. Donc vous rappelez effectivement que certaines niches profitent majoritairement aux plus grands groupes, au CAC 40, et avant tout aux ménages les plus favorisés, et qu'elles sont encore nombreuses à être anti-écologiques. Vous soulignez également les effets négatifs de cette politique qui contribue au déficit et nous coûte aujourd'hui 2 points de PIB. Vous ne préconisez donc pas seulement de couper dans la dépense publique, mais aussi d'augmenter les recettes en revoyant certaines niches, en taxant les rentes, en améliorant le ciblage des allègements de cotisations sociales et en élargissant des assiettes pour aller, je vous cite, dans le sens de la justice. Donc là, on va se retrouver là pleinement sur cette préoccupation, c'est-à-dire de s'occuper aussi des dépenses fiscales et, j'allais dire, d'une fiscalité à la fois plus juste et plus efficace. Pourriez-vous donc préciser dans votre pensée ou vos éventuelles préconisations, notamment sur la question des élargissements d'assiettes, quelles impositions pourraient être concernées, la taxe sur les transactions financières par exemple. Bon. D'autre part, la Banque de France s'est lancée dans une cotation climatique des entreprises, une notation verte en d'autres termes. Je pense que c'est effectivement une bonne idée, en particulier après avoir appris que les banques continuaient de financer massivement les énergies fossiles. Je regrette toutefois qu'elles n'interviennent que maintenant et qu'elles ne s'accompagnent d'aucune contrainte ou au contraire que les entreprises vertueuses ne bénéficient pas de meilleures conditions de financement. Ne pensez-vous pas qu'il soit désormais nécessaire d'aller plus loin en mettant à contribution la politique monétaire pour accélérer la bifurcation écologique et en recrutant les agents nécessaires à sa mise en œuvre? Et donc, ça sera mon dernier point, qui est peut-être un peu moins agréable, monsieur le gouverneur, mais on en a parlé une première fois en tête-à-tête, mais je ne peux pas ne pas évoquer le rapport sur les risques psychosociaux qui a été présenté le 23 avril au Conseil social et économique et qui révèle les conséquences des transformations menées à la Banque de France. Je sais que vous considérez que les constats sont essentiellement à charge et vous apparaissent difficilement exploitables, mais n'empêche, ce rapport pointe un ensemble de transformations menées, je cite, au pas de charge, réduction des effectifs de 26% depuis 2015, accentuation de la rémunération à la performance, augmentation du point d'indice de 7,9% entre 2013 et 2023, inférieure à une inflation de 19%, perte de sens, externalisation de certaines fonctions. Et cette transformation d'ailleurs pas achevée puisqu'il est prévu de fermer 9 caisses avec inévitablement des dégradations de conditions de travail à la clé. Ma question là, sur ce thème, c'est est-ce que l'application d'une logique de baisse des dépenses dans la gestion des services publics n'est-elle pas la cause ou une des causes d'une augmentation du mal-être des agents et une menace pour nos services publics qui a été notée dans ce rapport? Voilà, je ne pouvais pas ne pas vous poser ces questions. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne me souviens pas avoir lu dans les différentes notes du gouverneur qu'il ne fallait pas baisser la dépense publique, mais peut-être qu'il pourra nous le préciser. Sur l'inflation, qui est évidemment un des thèmes importants, c'était aussi le thème des précédentes auditions. Le 27 septembre 2022, vous nous disiez que grâce notamment au bouclier tarifaire, ce niveau était le plus bas de la zone euro, dont la moyenne d'inflation s'établissait à 9,1% à l'époque. Dans l'audition de mars 23, vous nous dites que, pour résumer votre point de vue sur la conjoncture, pas de récession, mais encore trop d'inflation. Donc je suis assez content que dans votre lettre au président de la République, vous notiez qu'on sort évidemment progressivement de la crise inflationniste. Je voudrais rappeler que notre pays a lutté de manière très efficace contre l'inflation. Si on prend cumulé depuis 2017 dans notre pays, c'est une croissance de 20% de l'inflation. 20% de l'inflation. Dans la zone euro, c'est 23%. Et sur l'Union européenne, c'est 27%. Donc notre politique a été très protectrice. Donc vous envisagez maintenant évidemment une baisse des taux. Vous avez donné comme date la fin du printemps. Il semble que les États-Unis ne soient pas tout à fait dans le même timing, monsieur le gouverneur. Donc, est-ce qu'il y a quelles pourraient être les conséquences de taux directeurs décorrélés des deux côtés de l'Atlantique? Moi, je voudrais rendre hommage à votre travail, à l'action résolue qui fut celle de la Banque centrale européenne, dont la Banque de France déploie la politique à l'échelle nationale, et aux travaux dans lesquels vous prenez toute votre part, notamment au Conseil des gouverneurs. Plus généralement, et au-delà de la politique monétaire, la Banque de France et les institutions qui lui sont adossées, comme l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, auxquelles elle participe, comme le Haut Conseil de stabilité financière, ont toute notre
confiance. Nous savons pouvoir compter sur elle pour protéger, superviser, réguler et stabiliser. Nous vous en remercions. En matière de croissance, vous nous avez appelé à de multiples reprises à faire preuve de crédibilité, de responsabilité. Bon, nous avons révisé les prévisions pour 2024. L'acquis de croissance, vous l'avez dit, de 0,5. On lit que les Jeux Olympiques pourraient avoir un impact de l'ordre de 0,2 points. Et je suis content de vous entendre dire que, voilà, entre vos prévisions et celles du gouvernement, aujourd'hui, on est simplement sur la marge d'erreur ou la marge d'incertitude, et que donc ces prévisions sont crédibles. Votre lettre au président de la République évoque la nécessité de réussir 3 transformations: la transformation du travail, la transformation numérique, la transformation climatique. Sur le premier, vous constatez, j'en suis ravi, le succès de la réforme sur l'apprentissage. Sur la seconde, la transformation numérique, particulièrement dans le secteur bancaire, qui est un sujet que vous avez à cœur. La Banque de France mène ou participe à de nombreux travaux sur la technologie des registres distribués et sur la possibilité d'une monnaie numérique de banque centrale. Que pouvons-nous en attendre concrètement? Enfin, ma dernière question porte sur votre souhait d'une union de capitaux. Vous préférez l'expression union pour l'épargne et l'investissement en soutien de la transition. L'un de vos prédécesseurs, le gouverneur Christian Noyer, vient précisément de remettre un rapport en ce sens, dont ressortent plusieurs recommandations transformatrices. Quel est votre avis sur la recommandation de développer, je le cite, développer des produits d'épargne européens de long terme, investis principalement en Europe, pour accroître les flux vers les marchés de capitaux européens, et sur celle de relancer le marché de la titrisation pour adosser la capacité de prêt des banques européennes à des marchés de capitaux de fonds? Voilà, quel est votre avis sur ces 2 recommandations? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Non, monsieur le gouverneur, pardon, excusez-moi. Après, monsieur le rapporteur. Non, mais je l'ai pris comme un compliment. Oui, vous pouvez, c'est un compliment. Je vous remercie tous deux de votre lecture de la lettre. Voilà, je souligne encore une fois l'indépendance de la Banque de France. Bon, évidemment, le rôle n'est pas de distribuer les bons ou les mauvais points politiques. Et je reviens dans l'ordre et assez rapidement sur ce que vous avez souligné. D'abord, Monsieur le Président, vous m'avez soupçonné ou teinté d'optimisme. Je me méfie toujours de ce mot, optimiste ou pessimiste. Je pense que ça renvoie à des attitudes psychologiques. Je pense que le devoir de la Banque de France, c'est d'être à la fois du côté de la lucidité et de la confiance. Il y a des éléments de confiance, il y a des éléments de vigilance aussi forts, je crois les avoir soulignés. Et je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'un certain nombre des indicateurs aujourd'hui à court terme, c'est vrai de l'emploi, c'est vrai du crédit immobilier, c'est vrai des faillites d'entreprises, ne sont pas dans le bon sens. Ce que j'ai essayé de souligner, c'est 2 choses. C'est d'abord, il nous semble que la perspective de l'économie va dans le sens de la reprise. Et nous avons là un degré de confiance, aussi bien au plan français qu'au plan européen, qui est significatif. Quand je dis, Monsieur le Président, confiance, ce n'est pas certitude. Ça serait ridicule d'avoir devant vous une certitude dans l'environnement très incertain où nous vivons. Mais nous avons une confiance significative dans la reprise. Quand j'ai parlé de retour au plein emploi, je crois que la France n'a jamais été aussi près, depuis 40 ans, d'atteindre l'objectif de plein emploi qu'on pourrait définir par 5% de taux de chômage et probablement à peu près 72% de taux d'emploi. Je l'ai tracé à l'horizon de la décennie, parce que le ralentissement conjoncturel, évidemment, joue, mais il me paraît important qu'on ne se focalise pas sur telle ou telle date particulière, je ne suis pas totalement naïf, mais qu'on garde ce cap, parce que ça changerait tout sur le plan de la cohésion sociale et du potentiel de croissance économique dans notre pays. Un mot sur les faillites d'entreprises. La moyenne que nous avions sur la décennie précédente, avant Covid, c'était 59 000 par an. Nous restons un peu en dessous de la moyenne, mais je vous donne acte que probablement on va la rattraper. Il y a en partie un phénomène de rattrapage par rapport au creux de la période pré-Covid. Mais nous restons très vigilants sur les entreprises en situation difficile. J'en profite pour redire dans chacun des départements que vous représentez que la médiation du crédit de la Banque de France est à disposition gratuitement et efficacement des entreprises. Elle n'est pas aujourd'hui submergée de dossiers, mais nous restons très mobilisés avec les services publics de l'État.
À propos des salaires et des prix, vous avez relevé tout à fait à juste titre que la perception de nos concitoyens est extrêmement sensible, notamment aux prix alimentaires. Et là, il y a eu de l'inflation à 2 chiffres au début de l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui revenus à une inflation sur les prix alimentaires qui est beaucoup plus modérée, puisque le dernier indice de l'INSEE est à 1%. Et je suis tout à fait conscient que la perception n'est pas celle-là, parce que le mauvais souvenir du prix de l'essence à la pompe en 2022 ou du prix du caddie dans l'hypermarché en 2023 reste fort, et c'est normal. Mais je crois que là aussi, les choses vont dans le bon sens. L'autre difficulté, bien sûr, et nous pouvons le dire, c'est que nos concitoyens sont légitimement sensibles au niveau des prix et pas seulement à leur évolution que mesure l'inflation. Le ralentissement de l'inflation, la victoire contre l'inflation, ça ne veut pas dire qu'on revient au niveau des prix antérieurs, mais on ne revient pas non plus, heureusement, au niveau des salaires et des retraites antérieures. Ils ont eux-mêmes monté entre-temps. Vouloir aujourd'hui baisser les prix, ça serait une déflation assez douloureuse pour l'économie. Mais voilà, ces difficultés très réelles de perception existent. Bon, sur les déficits et la dette, Monsieur le Président, nous avons déjà eu en partie ce débat, et je ne vais pas prétendre complètement le purger aujourd'hui. Je voudrais juste relever qu'il y a probablement un certain lien quand même entre ce que vous dites à juste titre sur le financement en partie public des investissements écologiques et la maîtrise de la dette héritée du passé. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le savez mieux que personne dans la Commission des finances, le poids des intérêts de la dette mange de plus en plus de notre marge de manœuvre. Si je regarde l'ensemble de la dette publique, dont la dette de l'État constitue l'essentiel, mais la charge d'intérêt était de 30 milliards en 2020, point bas, 55 milliards attendus cette année et plus de 80 milliards en 2027. Donc c'est environ 50 milliards qui sont mangés par l'augmentation de la charge de la dette. Nous ne pouvons pas les consacrer. C'est autant de marge de manœuvre en moins que nous avons pour les dépenses d'avenir, dont le climat ou l'éducation. Alors, j'espère et je crois pouvoir affirmer que nous ne menons pas une politique monétariste et d'austérité. Je crois avoir assez insisté sur le fait que dès lors que nous étions efficaces contre l'inflation, ce qui est la première attente de nos concitoyens et notre mandat, nous devons d'avoir les taux les plus bas possibles pour soutenir l'activité, d'où le sens de la première baisse de taux. Je relève au passage que les taux en Europe, à 4%, sont significativement inférieurs à ceux qui sont aux États-Unis à 5,5%. Sur le débat budgétaire en Allemagne, ça pourrait être un point de convergence. Mais je crois que la France sera d'autant plus en situation de peser sur des politiques budgétaires équilibrées dans toute l'Europe qu'elle aura elle-même avancé sur son propre problème. Sur les dépenses publiques, peut-être juste dire une chose, c'est que la Banque de France ne plaide pas l'austérité ou la baisse générale des dépenses. Je crois que ce que nous devrions viser, c'est plus modeste et plus réaliste, c'est d'aller progressivement vers une quasi-stabilisation des dépenses publiques en volume, déduction faite de l'inflation. Or, ces dépenses publiques en volume, elles continuent à augmenter de 1,5% par an. Et je le dis encore une fois avec une conviction profonde sur le modèle social que nous avons, mais nous avons à la fois les dépenses publiques les plus élevées, non seulement d'Europe, mais de tous les pays avancés dans le monde, et en même temps une croissance chaque année qui reste assez forte, entre 1 et 1,5. Donc c'est quand même le premier élément du redressement, non pas de les faire baisser, mais de ralentir leur croissance. À côté de ça, et vous avez bien voulu le relever comme un point d'accord, je crois que des mesures fiscales ciblées peuvent jouer un rôle complémentaire. Je ne l'ai pas redit ce matin, mais je le redis volontiers. Je crois que la France n'a plus les moyens aujourd'hui d'avoir de nouvelles baisses d'impôts non financées. Et c'est vrai que depuis 2014, je prends une date neutre et œcuménique, depuis 10 ans, la baisse des impôts a représenté 2% du PIB. C'est une partie de notre sujet. C'est aussi une attente forte de nos concitoyens, soyons clairs, la baisse des impôts. Mais aujourd'hui, nous n'en avons plus les moyens. Sur la cotation verte, merci d'avoir salué l'engagement de la Banque de France là-dessus. Nous le devons au Parlement, puisque c'est dans la loi Industrie verte que vous nous avez confié ce mandat.
Il n'y aura pas de contrainte, mais je pense que ça sera un outil efficace. C'est-à-dire, demain, en 2027, des dizaines de milliers d'entreprises auront, à côté de leur cotation financière, un indicateur climat qui leur permettra de se situer dans le temps, c'est-à-dire comment elles ont progressé chaque année, et surtout par rapport à la moyenne de leur secteur. Et ça sera aussi utilisé par les banques, et je pense, nous n'avons pas établir un barème sur une incitation de financement, mais ça jouera un rôle sur la qualité des financements. Sur la politique monétaire, j'y reviendrai peut-être, mais je voudrais relever que la Banque centrale européenne, avec Christine Lagarde, votre serviteur y a contribué, est la plus avancée, la plus pionnière de toutes les grandes banques centrales en matière de verdissement de la politique monétaire. Et si vous me permettez un instant d'autosatisfaction, mais il est collectif et national, parmi les banques centrales du G20, la Banque de France est classée comme la banque centrale la plus verte de tout le G20. Ce n'est pas un autoclassement, c'est un panel d'ONG internationales. En ce qui concerne la situation à la Banque de France, qui était votre dernier point, nous sommes évidemment attentifs au bien-être des collaborateurs. Je voudrais simplement dire que la Banque de France s'est transformée, heureusement, pour rendre aux Français des services encore meilleurs au meilleur coût, et nous en avons parlé régulièrement ici. Que ces hommes et ces femmes bénéficient d'un statut protecteur, ce qui est pleinement justifié, je voudrais le dire face à certaines critiques que j'entends parfois, pleinement justifié par la qualité de leur travail que je veux saluer. Mais le changement nous impose d'être encore plus attentifs à la qualité de vie au travail. C'est pourquoi nous avons lancé depuis octobre dernier un programme bien-être au travail. Nous avons eu un questionnaire interne auquel plus de 60% des collaborateurs ont répondu. Là-dedans, il y a des points positifs et il y a des points d'attention. C'est complété par un certain nombre de recommandations du rapport commandé par les organisations syndicales dont vous avez parlé. Les résultats, les actions que nous retenons ont été partagés avec l'ensemble des personnels et les organisations syndicales depuis janvier dernier. Et donc, je redis que nous avons deux boussoles dans l'action de la Banque de France. Rendre à nos concitoyens, c'est notre premier devoir, les meilleurs services au meilleur coût, mais améliorer encore la qualité de vie au travail des hommes et des femmes de la Banque de France que je salue. Monsieur le rapporteur général, vous avez cité un certain nombre de résultats de la France par rapport à la moyenne européenne. Vous me permettrez, c'est ça que je recherchais, de regarder sur longue période, parce que nous avons des chiffres assez intéressants dans la fameuse lettre annuelle, la performance de la France par rapport à l'Allemagne et la moyenne de la zone euro. Nous avons effectivement moins d'inflation. Et en moyenne annuelle, la zone euro a donné 2,1%, donc depuis 1999, donc très proche de l'objectif de 2, et la France est à 1,9%. Ceci a aidé, ça n'est pas la seule composante, le pouvoir d'achat, quitte à surprendre les gains cumulés de pouvoir d'achat en moyenne, quitte à surprendre, je mesure que ça n'est pas la perception, sont de plus 26% en France depuis 25 ans, depuis 1999, contre plus 17% pour la moyenne de la zone euro. Donc les Français ont gagné significativement à l'euro. Il pourrait s'ajouter à ça la baisse très sensible des taux d'emprunt. C'est vrai pour les emprunts d'État, comme c'est vrai pour les crédits immobiliers, comme c'est vrai pour les crédits aux entreprises. Vous avez posé ensuite quelques questions sur lesquelles je reviens rapidement. Le rythme différent des États-Unis, oui, en termes probablement de baisse des taux. Donc je ne vais pas commenter la politique monétaire de nos collègues, mais l'inflation est plus résistante aux États-Unis. Par ailleurs, l'activité elle-même est plus forte. Et donc, le calendrier de la baisse des taux de la Fédérale Réserve semble plus éloigné qu'il était prévu il y a quelques mois. C'est pour ça que j'ai insisté sur un des grands avantages de l'euro, c'est l'autonomie accrue de décision, parce que l'ensemble de la zone euro est moins soumis à des influences extérieures, et notamment américaines, que ne serait chacun des pays pris individuellement. Christine Lagarde l'a dit, nous sommes dépendants des données, nous ne sommes pas dépendants de la Fédérale Réserve américaine, et je peux que le confirmer. Donc nous prendrons nos décisions futures de baisse, après celle très probable de juin,
sur des données européennes et pas sur des données américaines. Merci de la confiance, j'y suis extrêmement sensible, comme les hommes et les femmes des institutions que vous avez citées, aussi pour l'ACPR et le HCSF. Voilà, notre devoir, c'est de veiller que dans un environnement très turbulent ne s'ajoute pas une crise financière, une crise bancaire. Je crois que la France et l'Europe ont été efficaces en la matière. Je rappelle l'épisode de l'année dernière, quand même, crise bancaire aux États-Unis en mars 2023, crise bancaire près de nous en Suisse. Pas de contagion en zone euro parce qu'il y a eu la réglementation de Bâle III et parce qu'il y a eu une surveillance efficace. C'est l'union bancaire dont nous marquons cette année le 10e anniversaire. Donc je ne peux qu'apprécier ce que vous avez exprimé, mais sa nouvelle obligation d'action. Sur les transformations, je termine rapidement, sur la monnaie numérique de banque centrale. Alors j'y reviendrai peut-être, Monsieur le Président, s'il y a d'autres questions. Dire simplement rapidement que ce qui se joue là, c'est la liberté de choix de nos concitoyens dans leurs moyens de paiement et dans l'accès à la monnaie, et l'accès notamment à la monnaie de banque centrale. Alors, je vais dire une évidence devant la Commission des finances, mais c'est une distinction qui n'est pas toujours perçue par nos concitoyens. Nos concitoyens ont le choix dans leur paiement de payer avec de la monnaie de banque commerciale, c'est la carte de crédit, c'est le chèque, c'est le virement à partir de leur compte bancaire, ou de payer avec de la monnaie de banque centrale, c'est les billets et les pièces, que nous garderons. Ce que nous voulons simplement, c'est enrichir ce choix, qu'à côté de la monnaie de banque centrale papier ou métallique, qui gardera sa place, il y ait une monnaie numérique, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de paiements se font par voie numérique. Ça sera probablement un moyen de paiement minoritaire. Je veux rassurer certaines inquiétudes du côté des banques commerciales. Notre idée n'est pas du tout d'aller regagner des parts de marché par rapport au paiement en monnaie commerciale. Mais notre idée, c'est de garantir un accès des citoyens à la monnaie de banque centrale, comme ça a toujours été à travers les billets. Je crois que c'est un enjeu de confiance dans la monnaie et c'est aussi un enjeu démocratique, me semble-t-il. Enfin, sur l'union des marchés de capitaux et le rapport Noyer, alors j'ai dit, je crois, le souhait de dire plus fortement la finalité de cette union des marchés de capitaux. Si je peux citer ici un ancien Premier ministre dont je ne dirai pas le nom, dans l'union des marchés de capitaux, il y a peut-être au moins 2 mauvais mots. Et je crois qu'en tout cas, ça renvoie à la technique et pas à la finalité. Mais la finalité, c'est mobiliser l'épargne pour l'investissement climatique et d'innovation en Europe. Je soutiens les propositions du rapport Noyer. J'ai un peu mis l'accent, à côté de ça, sur un renforcement sur la titrisation. Si vous me laissez, Monsieur le Président, juste 30 secondes, préciser un tout petit peu en la matière. Je crois qu'il y a 2 conditions si nous voulons développer la titrisation. La première, c'est qu'elle doit être absolument sûre. Et on sait les excès de la titrisation aux États-Unis qui ont contribué à la crise de 2007. Il n'est pas question de ça. Il y a un certain nombre de règles en la matière. Mais l'autre point qui est moins connu, c'est que nous mettons l'accent sur ce qu'on appelle la titrisation verte. Quelle est l'idée en la matière? Et je crois qu'elle est très prometteuse. C'est que la réglementation européenne vient d'ouvrir, à la fin de l'année dernière, la possibilité de mobiliser le label, alors pardon, c'est encore un acronyme anglais, EUGB, comme Green Bonds, dès lors que les fonds qui seraient dégagés au bilan des banques, par exemple par la titrisation de crédit immobilier, le produit de ces cessions de créances serait affecté à des activités durables selon la taxonomie européenne. Là, je crois qu'il peut y avoir un levier très important qui pourrait augmenter la capacité de financement de projets verts par les banques de plusieurs centaines de milliards d'euros par an. La titrisation verte est sous-développée en Europe, alors que paradoxalement, elle l'est davantage aux États-Unis. Là, je crois qu'il y a un levier nouveau et prometteur pour cette union d'épargne et d'investissement. Merci, Monsieur le Gouverneur. Depuis votre dernière venue, on a changé un peu la modalité des questions-réponses. Donc, en fait, il y a une intervention et vous répondez tout de suite dans la pré-intervention, dans le même temps, si possible, que la question vous a été posée. Donc, on va commencer par Renaissance et Mathieu Lefebvre, peut-être? Non, Monsieur Labaronne. Monsieur Labaronne. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Gouverneur, pour vos propos liminaires très, très clairs. Dans votre lettre annuelle, vous mettez en lumière le succès de la politique monétaire européenne dans la maîtrise de l'inflation.
Celle-ci est désormais stabilisée à 2,4% en France, dites-vous, ce qui a permis, avec l'action conjointe du gouvernement, je souhaite le souligner, de protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Vous notez d'ailleurs une amélioration du pouvoir d'achat des Français supérieure à la moyenne européenne. La poursuite d'une action crédible et stabilisatrice des banques centrales en 2025 devrait permettre le retour de l'inflation à 2% et une reprise de la croissance en France comme en Europe, sous réserve de nouveaux chocs géopolitiques. C'est effectivement la trajectoire que nous espérons. Et à ce point-là, je souhaite moi aussi souligner le travail remarquable du Haut Comité de stabilité, du Haut Conseil de stabilité des finances publiques. Des finances, pardon, le HCSF, je vais y arriver. Nous sommes conscients que la politique monétaire ne peut résoudre elle seule les défis structurels de l'économie française. Nous devons poursuivre résolument les réformes, comme vous nous y engagez dans votre lettre. S'agissant de la croissance, vous identifiez 3 transformations d'avenir, l'emploi, le numérique et l'intelligence artificielle, et enfin la transition climatique. Monsieur le gouverneur, quels sont les freins que nous devons encore lever, selon vous, pour que l'économie française, comme l'économie européenne, soit au rendez-vous de ces transformations? Sur un autre plan, en juillet dernier, la BCE a ramené à 0 le taux d'intérêt qu'elle verse aux banques sur leurs réserves obligatoires. Il n'en reste pas moins que le taux d'intérêt sur la facilité de dépôt reste élevé, ce qui entraîne des coûts pour les banques centrales nationales. En 2023, l'encours moyen des avoirs des banques françaises sur la facilité de dépôt serait de l'ordre de 900 milliards d'euros. Monsieur le gouverneur, 3 questions à ce sujet. Quel a été le coût pour la Banque de France des intérêts servis sur ces facilités de dépôt? Quelles sont les perspectives d'évolution des taux d'intérêt sur ces facilités? Une baisse de ces taux, enfin, ou une augmentation du coefficient des réserves obligatoires ne serait-elle pas un moyen de faire des économies pour les banques centrales, de flécher une partie de ces économies vers les États actionnaires, de stimuler la croissance européenne et donc française? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Monsieur le gouverneur, décidément, que d'engouement vis-à-vis du rapporteur. C'est louche. J'ose plus parler du coup. Si, allez-y, monsieur. Alors, très rapidement, j'imagine, c'est la règle du jeu, monsieur le président. Merci, monsieur le député, de votre lecture de la lettre au président. Sur les freins, la lettre au président au pluriel, d'ailleurs. J'ai vu la présidente de l'Assemblée nationale et je verrai celui du Sénat. Sur les freins encore à lever, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je vais peut-être me focaliser sur deux d'entre eux, en rappelant juste la petite multiplication par laquelle je concluais mon propos tout à l'heure. Je crois que dans l'ordre économique, l'Europe doit jouer la taille multipliée par la puissance financière, multipliée par l'efficacité publique. J'ai parlé des 2 derniers termes. Est-ce que je peux dire un petit mot de la taille ? Le paradoxe que nous avons aujourd'hui, c'est que le marché unique américain est considéré comme beaucoup plus attractif, une espèce de marché de référence mondial. Et vous le voyez d'ailleurs sur les start-up, dès qu'elles grandissent, nous savons maintenant faire naître des start-up en Europe, elles deviennent américaines, souvent, de par leur financement, mais aussi de par l'idée qu'il faut absolument être sur le marché américain. Or, le paradoxe, c'est que le marché unique européen pèse encore aussi lourd, et nous avons mis quelques graphiques dans la lettre, que le marché unique américain. Je dis encore parce que malheureusement notre croissance est moins forte, mais nous sommes de taille équivalente. Nous ne sommes pas ressentis comme aussi attractifs. Alors là, le rapport d'Enrico Letta que je citais fait un certain nombre de propositions pour approfondir le marché unique. Je ne rentre pas dans le détail, mais je voudrais simplement relever là-dessus que cet atout-là n'est pas qu'un héritage glorieux de Jacques Delors. C'est un atout dynamique que nous pouvons encore renforcer. Et j'en veux pour preuve, d'abord, malheureusement, la démonstration par l'absurde, qui est le Brexit. Vous savez que la tonalité sur le Brexit a complètement changé au Royaume-Uni et que les estimations britanniques elles-mêmes estiment que la sortie du marché unique, ça a déjà coûté entre 3 et 5 points de croissance à l'économie britannique. Et en positif, c'est le deuxième élément que je veux apporter, selon beaucoup d'estimations, il y a notamment une estimation du FMI, si on diminuait déjà de 10% les obstacles à l'intérieur de l'Europe, les obstacles frontaliers qui demeurent, on pourrait gagner jusqu'à 7 points de croissance. Tout ça est en prendre comme des estimations avec précaution, mais il y a un vrai potentiel si nous jouons l'atout de la taille. Et puis, il y a la vitesse, parce que nous pesons aussi lourd, mais nous sommes beaucoup moins rapides. Et sur la vitesse, je crois que ça renvoie au potentiel d'innovation. Alors, il y a sans doute une composante culturelle là-dedans. On peut longuement discuter pourquoi
Voilà, l'économiste de l'innovation qui est Schumpeter est mort aux États-Unis, mais je rappelle quand même qu'il est né en Europe. Il n'y a aucune fatalité à ce que l'Europe, y compris avec son modèle social, je le souligne, les pays les plus innovants d'Europe, c'est les pays du nord de l'Europe qui sont des pays à modèle social fort. Donc je ne vois pas de contradiction là, mais il faut que nous mettions plus de moyens, notamment sur les fonds propres, et il faut que nous soyons conscients que nous devons accélérer notre vitesse. Sur la question que vous avez posée à propos des dépôts des banques, relevez que... Alors, j'ai le chiffre exact des dépôts des banques à la Banque de France à fin 2023. J'ai 883 milliards, ce qui n'est pas très loin des 900 que vous avez cités. Ce chiffre doit être un peu plus bas aujourd'hui, mais j'avoue que je ne l'ai pas. Nous versons effectivement des intérêts à ce titre. Mais j'avoue que je n'ai pas le montant là, mais on le reprendra dans notre rapport. Mais je voudrais relever deux choses. La première, c'est que les banques, elles ont elles-mêmes des frais liés à la remontée des taux. Un des frais importants étant été, heureusement, l'épargne réglementée. Les passifs des banques sont en France plus coûteux qu'ailleurs. Parce que le choix a été fait d'avoir la rémunération du livret A à 3%, la rémunération du LEP à 5%. Je relève au passage le grand succès qu'est le LEP. Nous en sommes à 11,5 millions de livrets. Et donc, quand vous regardez les résultats des banques françaises sur 2023, ils ont plutôt un peu diminué par rapport à l'année précédente. Pour le dire autrement, ce coût de la remontée des taux pour la Banque centrale, que nous avons vu dans nos résultats, ne se retrouve pas en profit supplémentaire pour les banques françaises, qui elles-mêmes ont eu des coûts liés à la remontée des taux. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que sur les réserves obligatoires que vous avez citées, nous avons en zone euro le régime le plus contraignant de toutes les grandes banques centrales. Un, nous sommes parmi les rares à avoir encore des réserves obligatoires. Et deux, nous sommes, je crois, les seuls à les rémunérer à zéro. Donc ça, c'est un régime qui est relativement peu favorable aux banques européennes, mais je l'assume totalement. J'ai d'ailleurs soutenu cette réforme de juillet dernier. Donc je crois qu'il y a un équilibre qui permet la bonne transmission de la politique monétaire. Et il me semble que voilà, la meilleure solution pour aller dans le sens que vous souhaitez, ça sera la baisse progressive des taux dont j'ai parlé. Merci. Bon, là, c'était un galop d'essai, donc là, je l'ai laissé défiler, mais il faut... Oui, là, j'ai senti que je dérapais. Largement, oui. Il faut essayer de Mais j'ai trouver... droit à combien de temps ? Non, théoriquement, vous répondez à peu près dans la même durée que votre question. Vous voyez ? Parce que sinon, là, on va exploser absolument le compteur. Madame Paris, pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur de la Banque de France. La lettre que vous avez remise au Président de la République et au Président des deux assemblées il y a quelques semaines souligne l'efficacité de l'union monétaire dans la bataille contre l'inflation, qui est passée en France de 7% à 2,4% en un an. Cependant, il ne faut pas occulter le fait que ce sont les produits de première nécessité qui ont le plus augmenté, avec un fort impact sur le pouvoir d'achat des ménages modestes, plus 15% sur les produits alimentaires en 2023, ainsi que des dépenses énergétiques qui ont atteint des records, plus 70% pour le gaz, plus 59% pour l'électricité. Par ailleurs, la progression de 26% du pouvoir d'achat des Français sur les 25 dernières années dont vous faites état doit être nuancée, car il s'agit d'une moyenne qui ne permet pas d'analyser sa répartition au sein des différents déciles de revenus de la population française, ni par catégorie de revenus. En effet, comme l'a récemment montré une étude de l'OFCE, depuis 2021, ce sont les revenus du patrimoine, valeurs mobilières, actions et obligations et immobilières qui ont le plus poussé le pouvoir d'achat des plus aisés, avec un gain de 390 € par personne, soit 6 fois plus que pour les revenus du travail. Votre lettre confronte également l'économie européenne à l'économie américaine, avec lesquelles nous accusons un fort différentiel de croissance. Au sein des pays européens, la France a d'ailleurs une croissance structurellement faible, avec un taux de croissance cumulé de 2019 à 2023 de seulement 1,5% contre 3,5% en Italie, 5,9% au Portugal, 6,4% en Suède et 9% au Danemark. Enfin, dans la dernière partie de votre lettre, vous vous montrez plus critique à l'égard des finances publiques et vous appelez à une souveraineté économique européenne. Vous déplorez le manque de crédibilité des engagements budgétaires des gouvernements successifs et critiquez le nouveau programme de stabilité présenté par le gouvernement.
Ainsi, vous appelez à une réduction des dépenses publiques et à un élargissement de certaines assiettes d'impôts ou encore à revoir certaines niches qui profitent majoritairement aux grands groupes ou aux ménages les plus aisés. Lesquels ciblez-vous précisément? Par ailleurs, vous indiquez que l'augmentation des salaires dépasserait bientôt l'inflation. Pouvez-vous nous le confirmer et à quelle échéance? Enfin, vous prônez une souveraineté économique européenne renforcée, notamment à travers une union pour l'épargne et l'investissement. Quelles sont vos pistes concrètes pour la mener à bien? Je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur. Merci, Madame la députée, puis je vais essayer de me plier à la discipline Surtout qu'il y a déjà eu certaines réponses. auquel le président m'a rappelé. Sur la mesure de l'inflation, effectivement, nos concitoyens ont été très sensibles à ce qu'on pourrait appeler l'inflation du quotidien. C'était beaucoup l'énergie en 2022 et l'alimentation en 2023. Je rappelle que ces deux postes représentent 10% de la consommation pour l'énergie, 20% pour l'alimentation. Et ce qui compte in fine pour le pouvoir d'achat, c'est l'ensemble de la consommation. Les prix des services ou de certains biens manufacturés ont été plus modérés. Mais ce que vous dites correspond à la perception qui a été forte. Je veux quand même relever que sur l'alimentaire, par exemple, nous sommes revenus aujourd'hui à une hausse des prix de l'alimentaire d'un peu plus de 1%. Et donc le 15% était au début de l'année dernière. Je crois que c'est une évolution qui va dans le bon sens. Pour l'énergie, on est entre 3 et 4%. Mais encore une fois, c'est la moyenne. À propos de moyenne, sur le pouvoir d'achat et les 26%, je n'ai pas la réponse là sur la longue période, mais on pourra regarder. J'aurais tendance à penser que cette augmentation de pouvoir d'achat, je ne dis pas qu'elle a été pour tous, mais qu'elle a été relativement équitablement répartie, parce que quand on mesure les inégalités en France, nous sommes un des pays, peut-être le pays, où elles sont restées les plus stables. Et je pense que ça réjouira beaucoup d'entre nous, mais je prends votre point là-dessus sur longue période. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit sur les finances publiques, parce que j'en ai parlé. Sur l'augmentation des salaires, alors je vais souligner que c'est en moyenne, parce que évidemment les salaires dépendent de décisions décentralisées des entreprises et des branches. Ce que nous voyons dans ces moyennes, c'est que depuis le début de cette année, donc c'est déjà le cas, l'augmentation des salaires en moyenne à plus de 3% est supérieure à l'inflation. Je l'ai cité, entre 2,2 et 2,4 selon qu'on prend l'indice national ou européen. Et c'est à peu près ce que nous attendons sur l'ensemble de l'année. Ça pourrait être encore plus fort l'an prochain. Nous attendons à nouveau une augmentation moyenne des salaires de plus de 3 et une inflation qui descendrait sous 2% en France l'an prochain. Mais je souligne, ce sont des moyennes. Et pour tenir dans le calendrier, je ne vais peut-être pas revenir sur l'Union pour l'épargne et l'investissement, si ce n'est relever peut-être qu'un autre mécanisme auquel on peut songer, c'est quand il y a des fonds de capital risque privés européens qui sont prêts à soutenir des innovations, et notamment la croissance des start-up, on pourrait imaginer un mécanisme d'abondement public à côté, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est un mécanisme qui est embryonnaire à la BEI, mais qui a très bien fonctionné dans d'autres pays très innovants comme Israël ou la Californie. Je crois, essayons de développer ça en Europe. Merci. Michel Salah pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, les dépenses de l'État connaissent une baisse réelle en volume sans précédent. Revalorisé à hauteur de l'inflation, le budget 2024 serait de 499 milliards. La cure d'austérité imposée donc par le gouvernement représente une baisse de capacité de financement de 37,2 milliards. Austérité insupportable au regard des besoins des services publics et de la bifurcation écologique. Maintenez-vous que nous ne faisons pas face à une politique d'austérité avec ses conséquences négatives sur le fonctionnement de nos services publics? Ma deuxième question porte justement sur les conséquences de ces politiques austéritaires au sein de votre institution. Et la stratégie qui a consisté à supprimer près du quart de ces emplois en moins de 15 ans, soit 3000 postes. Cette réduction des effectifs semble avoir été particulièrement rapide et brutale, alors que le nombre de missions de la Banque de France a augmenté. Un rapport interne de 2023 évoque même un contexte de travail hostile, alors que près de 4 salariés sur 10 indiquaient être en situation de stress. Le rapport Technologia du mardi 23 avril est tout aussi inquiétant et confirme le sentiment de détresse physique et morale ressenti par de nombreux agents. Une situation qui semble
perdurer. Que comptez-vous entreprendre pour améliorer la situation de vos agents? Pour conclure, je voudrais aborder la question du niveau de surendettement des ménages. Dans ce contexte d'austérité budgétaire, d'inflation et de dégradation du pouvoir d'achat, dans mon rapport spécial de 2023, je précisais qu'il fallait être vigilant quant au nombre de dossiers de surendettement déposés. Même si l'encadrement des crédits à la consommation a permis de baisser leur nombre, en 2023, 121 000 dossiers ont été déposés, soit une augmentation de 8% par rapport à 2022. Dans ma région Occitanie, le nombre de dossiers a bondi de 30% sur le seul mois de janvier 2024. Les plus touchés sont les jeunes, les femmes, les familles monoparentales, et ce sont souvent des locataires. La fragilité financière des ménages, dont l'augmentation des dossiers de surendettement, l'augmentation des inscriptions aux fichiers FCC et FICP sont les indicateurs, vous alerte-t-elle dans un contexte de budget austéritaire et d'augmentation de la pauvreté en France? Merci. Monsieur le gouverneur. Allez-y, allez-y. Merci, monsieur le député. Là aussi, rapidement. Sur les dépenses de l'État, alors, je vous fais confiance sur les chiffres. Je ne voulais pas vérifier les 499 milliards et les 34 milliards. Est-ce que c'est une politique d'austérité? Alors, il y aurait un grand débat de termes. Je reconnais que j'ai retenu tout à l'heure une description peut-être un peu simple, mais nous n'avons pas, en tout cas en France, une baisse générale des dépenses publiques. Nous continuons à avoir une augmentation des dépenses en volume. Et ça, voilà, c'est peut-être un seuil. Après, chacun d'entre nous peut avoir son jugement sur les moyens des services publics. Je crois avoir assez dit ma conviction en faveur du service public. Ça n'est pas toujours seulement une question de moyens. Est-ce que je peux relever ça? Parfois, il faut en remettre. Parfois, c'est aussi une question de capacité d'innovation, d'autonomie qui est donnée, de clarification des objectifs, de simplification. Je crois énormément à la modernisation du service public qui peut s'appuyer sur plusieurs leviers. Et vous me permettrez de le dire, sur la très grande force que nous gardons, c'est la qualité des hommes et des femmes du service public. Parce que là, je crois que nous avons quelque chose en commun. Je ne supporte pas le fonctionnaire bashing. Voilà. Et donc, on peut avoir une exigence d'efficacité vis-à-vis du service public sans basculer ni dans l'austérité, ni dans la critique un peu facile des hommes et des femmes. À propos de la Banque de France, j'ai répondu tout à l'heure en partie au président Coquerel. Je voulais juste donner une précision sur les effectifs. La baisse des effectifs dont vous avez parlé a été avant tout entre 2015 et 2020 et a correspondu très largement à la réorganisation de notre réseau. Il y avait de nombreux départs en retraite. Nous avons tenu à garder une succursale de la Banque de France dans chaque département. J'avais réagi assez vigoureusement à un rapport de la Cour des comptes qui proposait de nous regrouper dans des plateformes régionales. Nous tenons, je le dis devant chacun de vous, à cette présence dans l'ensemble du territoire. Simplement, on a fait une organisation entre des succursales qui rendent tous les services aux entreprises et en particulier et des centres de traitement partagés en back-office dans des villes moyennes ou plus grandes. La nouveauté là-dessus, et je veux le dire, c'est que nous avons marqué avec l'accord du Conseil général de la Banque de France désormais la stabilisation des effectifs de la Banque de France. Ça commence dès cette année sur justement les effectifs du réseau et ça sera le cas après le dernier plan d'adaptation des caisses que nous devons malheureusement faire. Ça sera le cas pour l'ensemble de la Banque de France à partir de la fin 2025. La Banque de France se situera en Europe avec les effectifs les plus importants après seulement la Bundesbank, mais nous savons que l'Allemagne est plus peuplée, nettement devant l'Italie, qui a pourtant la même population. Mais je crois que c'est normal, parce que nous tenons à cette présence sur les territoires, et nous avons quelques missions supplémentaires, dont, je termine rapidement, le surendettement. J'y attache la même importance que vous. Nous avons vu effectivement une remontée des dossiers de surendettement depuis l'an dernier. Alors, je mets juste une petite prudence sur le chiffre de janvier, parce que là, il semble qu'il y ait eu des variations saisonnières. Nous voyons plutôt une certaine modération de la hausse depuis. Mais il y a hausse. Nous ne savons pas encore très bien quelle est là-dedans la part temporaire qui peut tenir à un rattrapage Covid, parce que là aussi, il y avait eu un creux, qui peut tenir aux difficultés temporaires liées à l'inflation, ou s'il y a des phénomènes plus durables. Mais nous tenons énormément à cette mission sociale de la Banque de France
et nous nous organisons pour cela. Donc nous partageons votre vigilance. Merci. Marie-Christine Dalloz pour les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, moi j'avais eu la chance et le privilège d'être invité par votre directeur départemental dans le Jura. Il a invité tous les parlementaires à la connaissance de suite à la parution de votre lettre. Donc c'est un vrai sujet. J'aurais deux questions, Monsieur le Gouverneur. La première, vous faites une déclaration dans le journal des Échos au mois de mai. Vous dites « Cessons de croire que la croissance va régler notre problème de déficit ». Le groupe Les Républicains, nous approuvons à deux mains, nous applaudissons à cette déclaration parce qu'effectivement, tout ne se réglera pas avec la croissance. Et vous préconisez, et c'est là où on vous rejoint, la stabilisation en volume de la dépense publique. Très bien. Est-ce que cela sera suffisant pour régler notre problème de déficit, le simple fait de stabiliser le volume de nos dépenses publiques? C'était ma première question. La deuxième question concerne plus spécifiquement, et vous en avez parlé au début de votre propos, l'évolution des taux d'intérêt. Le crédit immobilier aujourd'hui, la sortie de crise tarde à se concrétiser, c'est une évidence. Au mois de mars, par exemple, il y a eu seulement 6,7 milliards d'euros de production. C'est le plus bas mois de production des crédits immobiliers depuis le mois d'octobre 2014. C'est dire l'importance de la crise dans le crédit immobilier. Vous avez annoncé au 1er juin une baisse des taux de 25 points de base. Moi, je voudrais savoir si, pour le secteur de l'immobilier, d'une part, ça sera suffisant, si les particuliers pourront relancer de l'acquisition et de la construction, et enfin, surtout, si les recettes liées à ces dépenses d'investissement immobilière vont revenir, parce qu'il y a quand même une conséquence directe pour les finances des départements. Voilà, c'est tout ça. Et comment vous envisagez à moyen terme la baisse des taux d'intérêt durables? Merci. Monsieur le Gouverneur. D'abord, Madame la députée, merci de ce que vous avez dit sur la réunion avec le gouverneur de la Banque de France à Lons, Christophe Gourmand. Il se trouve, Madame la députée, et je tiens à le dire, que j'ai été à Lons-le-Saunier pour voir la succursale au mois de février, et j'en profite pour dire, devant l'ensemble des parlementaires, que mon objectif est d'avoir été, d'ici la fin de mon deuxième mandat, voir l'ensemble des succursales de France. Ça montre notre ancrage dans les territoires, ça montre aussi la pérennité de notre réseau et l'hommage à ceux qui y travaillent. Alors, à propos, est-ce que la stabilisation en volume sera suffisante? Alors, je pourrais être tenté de mettre votre question en symétrique de la question de M. Salah. Ça reste un objectif extrêmement ambitieux si nous parlons de l'ensemble des dépenses publiques. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur de ça les dépenses sociales et l'effet du vieillissement. Et elles ne sont pas stabilisables en volume. Donc il faudra probablement des plus et des moins. J'ai d'ailleurs dit prudemment de tendre progressivement vers une quasi-stabilisation en volume. Le programme de stabilité a encore une légère croissance en volume. Je crois que si nous arrivions à faire les chiffres qui sont dans le programme de stabilité, ça serait déjà un progrès très sensible. Mais je souligne, pardon de revenir là-dessus, que je crois que la comparaison européenne peut nous aider. Je trouve que c'est un peu l'angle mort de notre débat de finances publiques, c'est la partie qualitative. Pourquoi est-ce que nous avons 10 points d'écart de dépenses avec nos voisins? Et alors, il y a des choses qui sont mieux en France, mais quand même qui n'expliquent pas 10 points d'écart. Et je ne propose pas du tout, d'ailleurs, qu'on rattrape ces 10 points d'écart. Mais on en rattraperait une petite partie en essayant de voir ce qui marche le mieux dans chacun des pays européens. Je pense que ça aiderait à progresser sans austérité et sans recul de la qualité du service public, peut-être même au contraire parfois, dans le sens que vous souhaitez. Sur le crédit immobilier et l'évolution des taux d'intérêt. Alors, là, je vais quand même prendre 2 minutes, Monsieur le Président, parce que ce sujet est évidemment central. D'abord, relever que le crédit immobilier est extraordinairement sensible au mouvement des taux d'intérêt. Quand nous avions des taux records vers le bas, c'est-à-dire de 1 à 1,5% de crédit immobilier, rappelez-vous, 2021 et encore début 2022. Taux que nous ne reverrons plus, hein, je le souligne, ils étaient totalement exceptionnels. Nous avions des volumes de production exceptionnels vers le haut que nous n'avions jamais vus et que là aussi nous ne reverrons plus. Nous étions entre 20 et 25 milliards par mois, ce qui se compare aux 6,7 que vous avez rappelé.
Donc il y a une partie qui tient au cycle du crédit immobilier. De ce point de vue-là, je crois que ce qui se passe sur les taux aujourd'hui est encourageant, puisque j'ai relevé que les taux du crédit immobilier ont commencé à baisser en France. Ils ont baissé avant les taux de la BCE. Pourquoi ? Parce que dans la fabrication du crédit immobilier, il n'y a pas que les taux de la Banque centrale. Il y a les dépôts à vue, qui sont toujours à zéro, et il y a beaucoup les taux à long terme qui, eux, ont commencé à baisser depuis l'automne dernier, sous l'effet des marchés. Donc ça, je crois que c'est un mouvement positif. J'utilise ma deuxième minute, Monsieur le Président, pour rester sur les... Je n'avais pas dit oui, mais allez-y, allez-y. Non, mais ça vaudra sans doute pour d'autres questions, parce que je pense que la question de Mme Dalloz est importante pour l'ensemble de la Commission. Est-ce que c'est un phénomène d'offre ou de demande ? Alors, pardon de le dire avec des termes économiques, mais nous voyons tous que ça recouvre. Est-ce que c'est les banques qui ne prêtent pas ou est-ce que c'est les Français qui ne veulent pas emprunter ? Jusqu'à l'automne dernier, et je crois que je l'avais dit ici, on pouvait avoir un doute sur la posture d'offre des banques. Et j'avais eu l'occasion de dire publiquement que nous voulions suivre de plus près le taux de refus, qui me paraissait souhaitable, que les banques soient en posture d'offre. Je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'elles le sont, qu'elles le souhaitent. Et je le vois dans leur comportement de prêt, leur démarche publicitaire, les taux qu'elles fixent, etc. Et donc, il n'y a pas de limite aujourd'hui à la capacité de prêter les banques. Je sais qu'il peut y avoir chez nos concitoyens encore la crainte de se dire « je ne vais pas aller présenter mon projet immobilier parce qu'il va être refusé ». Je crois vraiment que c'est le moment d'aller interroger sa banque, tester sa banque. Par contre, il reste un sujet de demande. C'est que, d'abord, il y a un nombre de nos concitoyens qui ont réalisé leur projet par anticipation en 2021-2022. Et puis aujourd'hui, il y en a d'autres qui attendent la baisse des prix immobiliers ou la baisse des taux. Je crois quand même que les conditions redeviennent très favorables. Ça dépend du choix des Français. Mais moi, je ne peux que dire une chose. Je crois que c'est le cœur de la réponse. C'est que c'est le moment pour tous ceux de nos concitoyens qui ont des crédits immobiliers d'aller tester leur banque et même d'aller tester plusieurs banques en les mettant en concurrence. Je relève une dernière chose parce que je sais que c'est aussi un sujet d'intérêt commun. On avait parlé l'année dernière beaucoup des critères HCSF. Je rappelle qu'ils sont des normes de bon sens pour éviter le surendettement et merci de ceux qui les ont salués. Ils ne sont pas aujourd'hui en cause puisqu'il y a une flexibilité de 20% par rapport à ces critères et que les banques ne l'utilisent qu'à 15%, donc elles peuvent très bien prêter plus avec les critères de bon sens actuels. Mais je crois que c'est beaucoup un phénomène de demande. Permettez-moi de relever, alors peut-être que le président me qualifiera d'optimisme ou de confiance prudente, que je vois quand même pas mal de signes avant-coureurs dans le marché, c'est Crédit Logement, c'est ce que disent les professionnels, etc., qui montrent que quand même il y a à nouveau un tuyau de projets qui sont en train de rentrer et qui devraient se traduire dans les chiffres dans les prochains mois. Merci. Luc Gesmar, pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le gouverneur, je vous attends également à Nantes, dans notre très belle implantation, votre très belle implantation. Vous voyez, elle est au cœur des territoires à Nantes. Donc, je vais également avoir deux questions. Et ma question portera également sur votre lettre au président, plusieurs, centrée cette année sur l'Europe. Dans ce document, vous encouragez à renforcer notre souveraineté économique européenne au travers de trois leviers, la taille, la puissance financière et votre efficacité publique européenne et française. Sur ce dernier point, vous donnez des pistes de redressement des finances publiques françaises. Vous proposez notamment d'arrêter de baisser les impôts en avançant que les baisses d'impôts successives depuis 2004 ont largement contribué au déficit public et nous compte 2 points de PIB. Vous défendez des mesures fiscales ciblées comme des élargissements d'assiettes qui iraient, selon vous, dans le sens de la justice. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce point et sur les niches fiscales, exonérations et allègements fiscaux que vous souhaiteriez cibler ? Et ma seconde question, elle porte sur la fin de la monnaie fiduciaire. Je voulais connaître votre avis sur la dématérialisation totale des échanges financiers en France et au sein de l'Union européenne. C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois sur la table ces dernières années à mesure qu'on observe un recul de l'utilisation des espèces sous l'effet des changements de mode de consommation et les innovations technologiques en matière de paiement.
Derrière cette question se trouve également l'enjeu de lutter contre les activités illégales, puisque la monnaie fiduciaire, elle joue un rôle non négligeable dans l'économie souterraine du fait de son caractère peu traçable. Je voudrais donc en savoir plus là-dessus, monsieur le gouverneur. Quelle est votre position et celle de la Banque de France sur le sujet? Merci, monsieur le gouverneur, à vous. Merci, monsieur le député. Vous me permettez de commencer par votre deuxième question et de dire très clairement qu'il ne s'agit pas de la fin de la monnaie fiduciaire. Nous garderons les billets et les pièces parce que beaucoup de nos concitoyens y sont attachés, notamment les plus âgés, les plus défavorisés. Nous allons construire, je le dis dans le cadre des plans de la Banque de France, l'imprimerie la plus moderne et la plus écologique d'Europe en Auvergne. Et par rapport au réseau de caisses, nous avons dû faire un dernier plan de redimensionnement parce que nos concitoyens utilisent moins les billets, donc il y a moins de billets triés. Mais nous avons dit que durablement, c'est-à-dire au moins pour 10 ans, nous allions garder une caisse par région. Nous croyons à l'avenir du billet. Après, c'est nos concitoyens qui choisissent dans quelle proportion ils l'utilisent. Donc il s'agit d'enrichir l'offre, il ne s'agit pas de remplacer. Sur les élargissements d'assiettes en matière fiscale, ça me donnera l'occasion de revenir peut-être aussi sur la question du président là-dessus. D'abord, vous me permettrez une certaine prudence parce que ce n'est pas à la Banque de France de choisir telle ou telle mesure fiscale, c'est au débat démocratique. Mais les niches, ce qu'on appelle commodément les niches ou les mesures d'exception ou d'exemption sur l'assiette concernent aussi bien l'impôt sur les sociétés que l'impôt sur le revenu. Le total, vous le connaissez, je crois qu'il est entre 70 et 80 milliards d'euros. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire des économies massives facilement, parce que chacune de ces mesures a une justification, à des entreprises ou des personnes qui en bénéficient, et souvent de façon très justifiée. Ce que je crois simplement, c'est qu'il y a un certain nombre d'ajustements possibles, et que plutôt que de toucher au taux, on peut de temps en temps essayer d'élargir l'assiette. Alors les principales niches, vous les connaissez, je ne les citerai pas, parce que si je cite telle ou telle niche pour les entreprises ou pour les particuliers, on va penser que la Banque de France plaide en ce sens, ça n'est pas notre rôle. Mais je voudrais juste relever un chiffre. C'est encore une fois une mesure complémentaire par rapport aux mesures de dépenses. Il n'y a aucune mesure fiscale réaliste qui soit à la hauteur de notre problème de finances publiques. Mais je voudrais quand même relever un chiffre, qui est l'évolution des prélèvements obligatoires. Quand on regarde ce qui est prévu en moyenne sur la période 2024-2027, on serait à 43,9, ce qui est inférieur à la moyenne pré-Covid. On était à 44,6 sur la période 2015-2019. Donc on est probablement dans cet ordre de grandeur, de mesures dont aucune n'est facile non plus. Il n'y a aucune mesure simple, je l'ai dit, mais qui pourrait se justifier et ne pas peser trop sur l'efficacité économique, tout en allant dans le sens d'une certaine justice, parce que c'est vrai que certaines niches profitent un peu surproportionnellement aux grands groupes ou aux ménages les plus favorisés. Voilà. Je me limiterai à cette remarque générale, mais vous saurez la traduire. François Jolivet pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, je voudrais partager avec vous quelques réflexions autour de la crise immobilière qui s'installe dans notre pays, autour du logement neuf, de la production de logements neufs et des logements anciens. Alors, je suis très soucieux et très attaché à votre indépendance, mais je dois vous avouer que j'ai été parfois déconcerté de positions exprimées qui vous étaient prêtées sur deux sujets. Le premier sujet, c'était d'avoir tardé à avoir modifié le taux d'usure, ce qui a permis à des gens de ne pas pouvoir accéder alors qu'ils avaient obtenu leur prêt bancaire. Et la seconde, c'est que la position que vous avez exprimée au Conseil de stabilité financière sur le taux d'effort, qui autant s'applique quand on est un locataire, mais quand on est un propriétaire, ou dans d'autres pays, on parle plutôt du reste à vivre, a freiné, en plus avec l'envolée des taux, des gens à pouvoir accéder à la propriété et à sauver de la production de logements. Moi, je suis rapporteur ici pour cette commission pour le logement et l'hébergement, et donc en fait c'est le logement social, et je n'oublie pas que 53% de la production de logement social est assurée par les promoteurs dans les opérations mixtes. Vous observez que la Banque de France a fait rempart à la crise financière, et c'est dans son rôle, mais j'ai le sentiment qu'elle n'a pas forcément fait rempart
à la crise immobilière qui s'installe, puisque l'ensemble des promoteurs, des gros et des petits, sont en train de disparaître. En tous les cas, les gros maigrissent fortement. Et on va avoir une crise dans le bâtiment qui, jusqu'à maintenant, est inconnue, semble-t-il, pour tous les experts. Donc je voudrais vous entendre et vous poser 2 questions. La première concerne vos positions que vous avez pu exprimer et rendre publiques. Est-ce que vous reprendriez les mêmes à l'aune de ce qui s'annonce pour notre pays? Et je ne parle pas des gens qui attendent un logement. Deuxième question, quel est le benchmark chez nos voisins qui ne connaissent pas la même crise immobilière, mais c'est vrai qu'ils ont des taux variables et qui sont des amortisseurs? Et troisième question, je voudrais savoir quelles sont les évolutions que vous pourriez imaginer et porter comme conseil au Conseil de stabilité financière et de raisonner sur le reste à vivre et plus sur le taux d'effort. Monsieur le gouverneur. Monsieur le député, merci. Et je salue votre engagement sur le secteur immobilier qui, je crois, est très important pour nous tous. Ce secteur est évidemment cyclique, je l'ai dit, et sensible au taux d'intérêt. Vous me permettez de relever que quand les taux étaient exceptionnellement bas, le secteur a connu une conjoncture extrêmement favorable. Aucun d'entre vous, ni moi, n'a reçu à ce moment-là des coups de fil pour dire c'est formidable ce que vous faites sur les taux d'intérêt. Et c'est logique, le jour où les taux d'intérêt remontent, par contre, le standard sonne beaucoup plus souvent. Je relève cette asymétrie de perception, mais il y a un phénomène cyclique. Après, je prends tout à fait au sérieux les 3 questions que vous avez évoquées. Je commence par le taux de l'usure. Le taux de l'usure, nous l'avons adapté, comme vous le savez, en passant à un calcul mensuel glissant sur 3 mois qui a permis d'accompagner la montée des taux. Pourquoi est-ce que nous avons gardé le mécanisme de taux de l'usure? C'est pour protéger nos concitoyens et avoir des taux de crédit immobilier qui sont plus bas en France qu'ailleurs. Vous avez parlé du benchmark avec les autres pays. Les taux de crédit immobilier sont plus élevés dans d'autres pays parce qu'il n'y a pas le taux de l'usure. Là, je me permets de plaider, comme c'est la loi, pour l'existence même du taux de l'usure. Je crois qu'il protège un crédit immobilier plus accessible à tous. Mais on a, pendant toute l'année 2023, adapté le mécanisme pour accompagner la montée des taux. Sur le taux d'effort et le reste à vivre, alors, sur une précision technique d'abord, quand nous avions discuté avec les banques, vous savez que ces normes de bon sens du HCSF, elles datent dans leur principe de 2019-2020. Le taux d'effort, je rappelle, c'est on considère la mensualité, l'amortissement du capital plus intérêt, on le rapporte en pourcentage au revenu. Le reste à vivre, ça serait de faire un calcul par soustraction et de regarder les montants unitaires. Vous connaissez ça parfaitement, mais je rappelle juste cette distinction. Nous n'avions pas exclu de faire le reste à vivre, mais il se trouve que chaque banque en avait une définition différente. Vous avez sans doute eu l'occasion de discuter avec elle. Et donc, il n'y avait pas de définition harmonisée du reste à vivre. Alors que le taux d'effort est plus simple. C'est ça qui a poussé à choisir le taux d'effort. Les deux sont souvent assez liés. Après, la bonne réponse, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'on a mis une flexibilité de 20%, on l'apprécie sur 3 trimestres glissants, et je le redis, parce que je crois que c'est le point le plus important pour l'information de la représentation nationale, cette flexibilité, aujourd'hui, est loin d'être saturée. 15% en moyenne pour les banques, et donc elles ont parfaitement la capacité à prêter plus, dont des dossiers dont elles estiment, pour des raisons de reste à vivre ou autres, qu'ils justifient des exceptions par rapport au taux d'effort. Le fait est qu'elles ne le font pas. Et que si nous bougions encore les critères du HCSF, comme vous le savez, nous les avons adaptés avec le ministre, je crois, de façon raisonnable, intelligente l'an dernier, mais si nous les bougions encore, ça ne donne pas 1 euro de crédit immobilier de plus. Je me permets de le souligner. Ça donne peut-être du crédit immobilier de moins bonne qualité ou plus risqué. Donc là, je crois que le HCSF est dans son rôle. Pour autant, je suis extrêmement sensible, comme vous, au fait que j'espère vraiment qu'on touche un point bas du crédit immobilier et que le cycle va fonctionner. Ça m'amène à votre dernière question sur le benchmark avec nos voisins. Je crois qu'à peu près tous nos voisins de la zone euro, mais nous pourrons en reparler, connaissent ce cycle lié au cycle des taux. Et que le crédit immobilier, si vous le rapportez à la taille des économies, reste nettement plus fort en France qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne. Partout, on a observé une baisse. Là où la baisse s'était produite un peu plus tôt, comme l'Allemagne,
La baisse a commencé plus tôt. Nous voyons depuis quelques mois, vous connaissez les chiffres aussi, une stabilisation ou un début de reprise. Ceci est aussi un signal de confiance, je crois. Toute dernière précision qui est importante par rapport à ce que vous citiez sur les taux variables. Alors ça, je crois, hommage au système français. En France, nous avons pour plus de 95% des taux fixes et je crois que c'est bien mieux. C'est bien mieux parce que ça protège tous les emprunteurs existants. Et il y a énormément de nos concitoyens qui ont des crédits immobiliers pris à l'époque favorable. Ça les protège de la remontée des taux. Or, ce qu'on voit notamment en Europe du Nord, c'est que c'est une catastrophe pour beaucoup de ménages. Alors, c'est bien meilleur pour les banques d'Europe du Nord, soyons clairs. Si je le disais en termes techniques, ça veut dire que le risque de taux est chez les ménages au lieu d'être chez les banques. Mais ce que je disais tout à l'heure en réponse à la question de M. Labaronne sur le fait que la rentabilité des banques françaises n'a pas augmenté l'an dernier, ça tient aussi au fait que le rendement des crédits immobiliers existants, il est resté à taux fixe. Et je crois que c'est un avantage du système français, y compris pour la stabilité du secteur immobilier. Si vous me permettez une dernière chose, mais je parle de mon spécialiste, je crois que nous souhaitons tous, et évidemment, le redémarrage du secteur immobilier. Je crois qu'aujourd'hui, il ne dépend pas de facteurs financiers, il dépend de la demande, et puis il dépend d'un certain nombre d'actions, de simplification, des normes, d'offres foncières que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Peut-être de la fiscalité, je ne veux pas. Bon, mais je sais là-dessus qu'il y a tout un certain nombre de travaux du côté du gouvernement et du Parlement, mais ça me paraît être la clé. Je ne peux en tout cas que redire que pour les ménages, c'est un bon moment favorable désormais pour réaliser leur crédit immobilier. Merci. Michaël Boulou pour le groupe socialiste. Oui, c'est bon. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Gouverneur. Page 22 de votre lettre, votre graphique A apporte la démonstration que dépenser moins entraîne moins de croissance. Or, ceci est à rebours de ce que prône le gouvernement. Bon, évidemment, à ce stade, il y a des sujets qui ont déjà été abordés, mais pouvez-vous apporter votre analyse d'une politique de la diminution de la dépense et ses conséquences sur notre économie? J'ai aussi noté votre recommandation 3, page 23, sur les impôts, qui est à minima d'arrêter leur baisse et peut-être d'élargir certaines assiettes. Page 24, vous appelez à la création d'une capacité budgétaire commune à l'échelle de l'Europe. Pouvez-vous nous préciser les pistes que vous estimez souhaitables en la matière? Sur la transition écologique, des dépenses souhaitables donc, j'aimerais avoir votre point de vue sur les répercussions de la remontée des taux directeurs et des taux des prêts bancaires aux particuliers comme aux entreprises. En effet, ces effets s'opèrent de manière indiscriminée sur tous les projets et de tous les acteurs, et ce, peu importe leur utilité sociale ou écologique. Pensez-vous qu'une piste pourrait être de lancer une réflexion sur le fait de présenter aux banques des taux d'intérêt directeurs différenciés selon que le financement envisagé soit pour un projet de transition écologique ou non, ou pour un projet à visée sociale ou non? Enfin, je souhaiterais que vous puissiez définir ce que vous entendez par greenflation, ou plus exactement ce que vous estimez souhaitable derrière ce terme pour favoriser la transition écologique. Je fais référence à l'article 3 du bulletin 245, publié le mois dernier. Moi, personnellement, je comprends qu'il serait nécessaire d'orienter la consommation vers ce qui est écologique, par exemple en forçant le prix des biens et services fossiles au-dessus des prix que le marché fixerait naturellement. Confirmez-vous que cette approche vous semble nécessaire et la plus efficace pour la transition? Merci. Merci, Monsieur le Gouverneur. Monsieur le député, là aussi, je rends hommage à votre lecture de la lettre. Je me mettais sur le graphique, page 22. Je ne sais pas si on peut forcément en déduire que plus de dépenses publiques donnent plus de croissance, ou moins de dépenses publiques donnent moins de croissance. Pardon, je vais le dire d'une boutade. Si les dépenses publiques étaient la clé de la croissance, la France serait la championne d'Europe de la croissance. Or, c'est malheureusement pas ce que nous observons depuis 25 ans. Elle n'a pas été si mauvaise l'an dernier. Attendez, je vais le dire avec une infinie prudence et je vais me mettre sur la longue période. Quand vous regardez depuis 25 ans, nous avons malheureusement moins de croissance du PIB par habitant que la moyenne de la zone euro. Ça, c'est aussi dans le bilan. Ça ne nous empêche pas d'avoir plus de pouvoir d'achat, parce qu'il y a eu des transferts publics, notamment. Mais voilà, je ne crois pas qu'il y ait de corrélation. Je ne vais pas non plus faire la corrélation inverse. J'ai assez dit que je croyais au service public, mais je crois qu'il doit être efficace et tourné vers l'innovation. Sur la différenciation des taux sur la transition écologique, je crois que vous posez une question extrêmement importante. Je vais dire une prudence du côté de la Banque centrale et un souhait du côté des banques commerciales. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je crois que la Banque centrale, effectivement, elle a un taux. Et ça n'a jamais été son rôle de faire des taux bonifiés pour tel ou tel secteur. Ça peut être des mécanismes budgétaires.
Mais la Banque centrale, elle a un taux et qui correspond à une priorité, c'est de combattre l'inflation. Au passage, je pense que quand nous combattons l'inflation, nous aidons la transition écologique parce que nous maintenons les taux longs relativement bas et nous permettons des conditions de financement qui sont plus favorables. L'inflation serait l'ennemi, à travers les taux élevés, du financement de la transition écologique. Par contre, que du côté des banques commerciales, on tienne compte de plus en plus du risque climatique des projets pour accorder les financements et pour leurs conditions de financement, ça, nous actons beaucoup dans ce sens. Ça relève de la politique de chaque banque commerciale. Je vois d'ailleurs avec vous un certain nombre d'engagements qui sont pris. Il faut les suivre, les vérifier. Mais l'énorme travail que nous avons fait avec la CPR dont on parlait tout à l'heure, avec le NGFS, je vous rappelle ce réseau international pour verdir le système financier que nous avons créé à la Banque de France, c'est de dire que le risque climatique fait partie du risque financier. Ce n'est pas seulement une conviction personnelle, écologique, militante, c'est aussi une réalité financière et économique. Et donc une banque qui aujourd'hui, quand elle accorde ses prêts, ignore le risque climatique ou une forme de bonus climatique, je crois, ne ferait pas un travail sérieux. Enfin, et pour rester rapide, alors j'avoue que vous connaissez mieux le bulletin 3-245 de la Banque de France que moi, donc je sèche sur la greenflation. Je n'ai pas dû employer ce terme, mais je vais regarder. Et puis, sérieusement, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Par contre, il y a un vrai sujet qui n'est pas simple, qui est est-ce que la transition climatique est en soi inflationniste ou pas ? Parce que le prix de l'énergie peut monter, parce qu'il peut y avoir une taxe carbone, etc. Là, je dirais que je vous renvoie aux travaux de notre réseau international NGFS. Nous avons mis sur la table plusieurs scénarios, parce que je suis honnête, ça fait partie de nos marges d'incertitude. Il est probable, je vais le dire avec infiniment de prudence, mais pas du tout certain que ça soit un peu plus d'inflation chaque année. C'est peut-être ça que recouvre le terme. Et je crois que dans ce cas-là, il faut qu'on y soit prêt et qu'on l'accompagne. Mais évidemment, la transition énergétique et climatique est un impératif absolu. Ce que disent aussi les scénarios, c'est que plus nous attendrions pour la faire, plus elle serait ensuite coûteuse sur le plan économique. Eva Sas pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, mes questions portent également sur la nécessité de verdir la politique monétaire. Première question, le nouveau rapport de Reclaim Finance pointe la présence en 2023-2024 de groupes pétrogaziers tels que Total Energy, Shell et Glencore sur la liste des titres que les banques peuvent apporter en garantie lorsqu'elles empruntent des liquidités, ce qu'on appelle les collatéraux. L'Eurosystème a ainsi permis que les actifs de 32 développeurs fossiles soient éligibles à titre de garantie. En dépit de la reconnaissance en 2022 par la BCE de la nécessité de verdir les critères de sélection des titres acceptés comme collatéral pour sa politique monétaire, celle-ci maintient son soutien, de fait, à ces entreprises dont les activités vont à l'encontre de la lutte contre le dérèglement climatique. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien que Total Energy est impliqué dans 33 mégaprojets pétroliers et gaziers, dont les émissions sont estimées par des ONG comme Greenpeace France à plus de 90 milliards de tonnes de CO2. Face à cette situation, la Banque de France envisage-t-elle de travailler au sein de la BCE à la mise en place d'un cadre de collatéraux plus ambitieux, excluant strictement les entreprises développant de nouveaux projets de production de pétrole, de gaz ou de charbon? Deuxième question, les projets d'énergie renouvelable sont très sensibles au niveau des taux d'intérêt. Et la remontée des taux directeurs a déjà eu pour effet une remontée des coûts de production de l'énergie verte de l'ordre de 15 à 20 euros par mégawatt-heure, ce qui risque de ralentir fortement la transition écologique. Comment la Banque de France prend-elle en compte ce risque pour la transition écologique, mais aussi pour la stabilité financière, un approvisionnement énergétique local à coût maîtrisé étant l'un des éléments nécessaires pour éviter les tensions inflationnistes? Vous dites à l'instant que votre priorité, c'est de combattre l'inflation, mais favoriser la transition écologique et la financer à un coût faible, c'est favoriser la stabilité des prix et donc réduire ces tensions inflationnistes. Et je tiens à dire que nous soutenons également une politique de taux différenciés permettant un financement à taux préférentiel des projets concernant la transition écologique. Merci, Monsieur le Gouverneur.
Madame la députée, je pense qu'on partage totalement l'objectif. Je voudrais vous rassurer sur un point. Je pense que la Banque centrale européenne est la plus avancée en termes de verdissement de sa politique monétaire par rapport à toutes les autres. Alors, c'est vrai en particulier des titres d'entreprise que nous achetons quand il y avait le fameux QE, et donc des titres que nous gardons aujourd'hui. Et c'est vrai des titres que nous prenons en collatéral, merci d'être venu sur ce point, c'est-à-dire des titres que nous prenons en garantie. Ceux-là, nous ne les achetons pas, mais c'est une garantie des refinancements que nous faisons vis-à-vis des banques. La question qui se pose, c'est comment on apprécie le risque climatique, et il nous semble que la contribution la plus efficace à la transition, c'est d'apprécier la trajectoire des entreprises, et pas seulement leur niveau absolu. Et l'indicateur climat dont je parlais, il est fait pour apprécier aussi la trajectoire des entreprises. Je ne vais pas citer telle ou telle entreprise que vous avez citée, mais si elle réduit très significativement son niveau d'émissions de CO2 et hélas sa contribution au changement climatique, c'est ça qui est le plus efficace. Elle réduit le risque climatique. Et donc je crois plutôt que... Alors il faut de temps en temps des exclusions. Nous en avons d'ailleurs dans toute la politique d'investissement de la Banque de France, alignée sur le portefeuille 1,5 degré. Là aussi, nous sommes pionniers. Mais apprécier la trajectoire des entreprises et la réduction de leurs émissions nous paraît être encore plus efficace. Sur la question du taux d'intérêt pour les énergies renouvelables, vous posez une question essentielle. Vous me permettez de l'associer à la question de M. Jolivet tout à l'heure sur le secteur immobilier. Nous ne pouvons pas, et je dois avouer nos limites, nous ne pouvons pas avoir des taux d'intérêt qui soient juste fixés pour soutenir tel ou tel secteur, quelle qu'en soit l'importance. La première fonction des taux d'intérêt, c'est quand même de garantir une inflation basse et du coup des coûts de financement bas. Et ça, je crois que ça contribue beaucoup à la transition énergétique. Alors bien sûr, quand les taux d'intérêt étaient naturellement bas parce que l'inflation était très faible, c'était plus agréable pour tout le monde. D'ailleurs, souvenez-vous, il m'est arrivé sous d'autres législatures d'avoir ici les questions symétriques. Est-ce que vos taux d'intérêt ne sont pas trop bas, etc. Mais ex post, les taux d'intérêt très bas pour les différents secteurs sont vus comme, au fond, c'était plus normal, c'est ça que vous deviez faire durablement. Oui, mais si l'inflation repart, non seulement nos concitoyens souffrent, mais l'investissement souffre parce que les taux de financement souffrent. Donc je crois que avoir la baisse des taux longs qui a commencé et la baisse des taux courts que nous allons pouvoir faire, c'est la meilleure contribution au financement, y compris des énergies renouvelables. Après, je souhaite comme vous, et j'en vois quand même, alors sans doute pas assez, mais j'en vois quand même du côté des banques européennes des signes encourageants, que les banques financent au maximum les projets verts. Ce que j'ai dit sur la titrisation verte permettrait, je crois, de dégager encore des marges supplémentaires. Merci. J'ai Fabrice Brun comme orateur supplémentaire pour 1 minute. Droit au but, Monsieur le Président. Monsieur le gouverneur, vous vous en êtes pris récemment à la complexité des nouvelles règles budgétaires européennes. Et c'est vrai que nous sommes nombreux à vouloir changer de cap pour lutter contre le délire normatif européen. Et donc, très concrètement, quelles sont vos préconisations de simplification en la matière? Merci. Voilà, réponse rapide pour qu'on fasse les orateurs et plus puissiez partir. Oui, alors si je dois répondre aussi rapidement que la durée de la question. Pourquoi pas D'abord, relever sur le pacte de stabilité les règles budgétaires, qu'elles sont effectivement complexes. Alors, le complexe est le résultat de négociations, de compromis, etc. Ce n'est pas parfait, mais je l'ai dit d'ailleurs dans la version un peu longue de mon introduction, je crois quand même qu'il faut s'en servir et l'appliquer pour essayer d'avancer sur nos problèmes de finances publiques françaises. Après, sur ce que vous qualifiez de délire normatif européen, je ne reprends pas l'expression à mon compte, je pense d'ailleurs que l'Europe n'en a pas le monopole, que tout État, tout pays, toute administration dynamique produit beaucoup de normes. Ça arrive aussi à l'intérieur de nos frontières. Je pense, et j'en termine peut-être par là, Monsieur le Président, que là aussi je serais tenté de rapprocher les questions précédentes et la vôtre. Moi, je vais le dire très simplement. Nous avons 2 injonctions contradictoires et également légitimes. La première, c'est de réussir la transition climatique. Et ça passe par pas mal de normes, soyons clairs. Et la seconde, c'est de rester simple.
Et je sens bien que la seconde injonction est arrivée beaucoup plus fortement dans le paysage ces derniers mois. Elle me paraît légitime aussi. Je veux dire avec simplicité, je pense que quand le Premier ministre parle de débureaucratiser, il a senti une attente, y compris des PME ou des plus simples de nos concitoyens. Comment est-ce que ces deux injonctions, nous les rendons compatibles ? Je l'ai dit tout à l'heure en réponse à votre question, Monsieur le Président, sur l'indicateur climat. Nous allons vraiment essayer de faire quelque chose à la fois de fiable, de sérieux, de mesurable et de plus simple possible pour les entreprises. Je ne vous dis pas que c'est acquis, mais je pense que c'est un vrai sujet de réflexion et pas seulement européen. Reconnaissons que nous avons deux injonctions contradictoires et que notre devoir, mais après tout, c'est la grandeur du débat démocratique. Merci. Kevin de les Beauvieux. rendre compatibles. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur de la Banque de France. Vous énumérez quelques recommandations théoriques dans votre lettre qui a été adressée au Président, et je voudrais en confronter deux ou trois à des propositions pragmatiques et avoir votre avis. D'abord, sur la transformation du travail, vous évoquez le fait de donner la priorité aux investissements dans l'éducation, l'innovation, les industries à haute valeur ajoutée. Évidemment, on vous rejoint. Jordan Bardella et Marine Le Pen proposent la priorité nationale dans les marchés publics pour défendre nos emplois et nos industries. Donc, première question, qu'est-ce que vous en pensez ? La deuxième thématique, c'est la transformation numérique, où vous évoquez le fait que l'Europe doit accélérer sa transformation numérique en régulant et en développant l'IA pour stimuler la productivité. Évidemment, encore une fois, Jordan Bardella propose notamment de sanctuariser les secteurs stratégiques et de souveraineté face aux règles de concurrence de l'UE, au moins le temps de développer ces domaines au niveau européen. Qu'en pensez-vous ? Et enfin, sur la transformation climatique, vous évoquez le leadership de l'Europe qui doit continuer dans sa transition, ses mesures incitatives, réglementations, etc. Jordan Bardella et Marine Le Pen proposent de déployer une diplomatie écologique pour exporter notre savoir-faire industriel d'énergie décarbonée vers l'extérieur et favoriser les circuits courts. Qu'en pensez-vous également pour favoriser tout ça, évidemment, notre croissance ? Monsieur le gouverneur. Monsieur le député, je vous remercie là aussi de votre lecture de la lettre. Alors, je ne vais pas beaucoup vous surprendre dans ma réponse. La Banque de France est indépendante de tout parti politique et donc je ne me prononcerai pas sur les positions de tel ou tel, quel qu'il soit, a fortiori dans la période actuelle de devoir de réserve. Je souligne simplement, et je termine peut-être par là, que cette lettre est sur l'Europe. Nous pouvons en avoir des visions différentes. Je crois simplement que c'est collectivement un atout et que dans un monde qui est de plus en plus dur, inquiétant, divisé, l'idée que les Européens jouent leur atout ensemble, nous avons un exemple positif, c'est l'euro. Permettez-moi de le dire, je suis un témoin ancien de l'euro. Au début, il y avait pas mal de sceptiques. Aujourd'hui, c'est soutenu par 77% des Français, 79% des Européens, et c'est reconnu, je le vois dans toutes les réunions auxquelles je participe, comme un succès de l'Europe qui pèse sur la scène monétaire, qui est plus autonome par rapport aux États-Unis. Donc voilà, sans me prononcer sur telle ou telle mesure, je crois que ce cap-là, et avec un vrai débat politique européen, est quand même un de nos atouts durables. Merci. Delphine Bateau, qui souhaite la bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, deux questions rapides. La première, la Banque centrale européenne a reconnu une erreur dans ses projections et ses modèles sur... je suis ici. Oui. Sur l'inflation, en disant que ces modèles n'étaient pas adaptés à une période qui est marquée par l'incertitude, des risques systémiques, ce que Christine Lagarde a appelé une permacrise. On sait que dans l'inflation, il y a eu un ingrédient sur la fossilflation, sur la climaflation liée aux conséquences du changement climatique et sur la profitation avec des profits et des marges excessives. Dans ce contexte, est-ce que miser sur une reprise en 2025-2026, c'est pas un peu présomptueux compte tenu du caractère structurel de l'instabilité dans un monde en surchauffe écologique et miné par les affrontements géopolitiques. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur l'impossibilité de faire des taux différenciés, c'est-à-dire des taux d'intérêt verts. Je voudrais que vous précisiez qu'est-ce qui empêche de le faire. Monsieur le gouverneur. D'abord, sur les erreurs passées, vous avez totalement raison. Tout le monde en a fait. Et donc la Banque centrale européenne n'y a pas échappé. Il y a un grand débat sur la qualité des modèles. J'avoue que le meilleur modèle du monde, à mes yeux, pardon de le dire, ne peut donner que ce qu'il a. Donc je ne crois pas. Enfin, vous avez peut-être vu que la Banque d'Angleterre a fait une revue avec l'ancien président de la Fed. Je prends tout ça avec la sagesse des vieilles troupes.
mais nous reconnaissons tout à fait une erreur. Encore une fois, je ne vois personne qui ait prévu l'enchaînement de 2 chocs dont chacun était exceptionnel et dont la succession était totalement improbable. C'est-à-dire le choc Covid qui était un choc déflationniste, puis le choc, hélas, de la guerre en Ukraine qui était un choc inflationniste. Bon. Alors, vous avez raison sur l'avenir. Je crois qu'il ne faut pas être arrogant ou présomptueux ou prétentieux. Quand je parle d'une relative confiance sur une reprise en 2025, je crois l'avoir souvent dit, c'est en l'absence de nouveaux chocs. Il se trouve simplement que depuis un an, nous avons relativement peu changé nos prévisions parce que l'environnement est devenu un peu plus prévisible. Mais j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il serait ridicule d'afficher des certitudes. Et je crois que c'est toujours bon d'avoir une modestie de bon aloi. Sur les taux différenciés, je crois qu'ils peuvent tout à fait exister de la part des banques commerciales. Elles pratiquent d'ailleurs des taux différenciés selon les projets, etc. La difficulté qu'il peut y avoir, c'est des taux différenciés de la part de la Banque centrale. Parce qu'encore une fois, nous avons un objectif prioritaire qui nous est donné par le traité et qui correspond à l'attente première de nos concitoyens. On l'a assez dit tout au long de cette audition, c'est la lutte contre l'inflation. Et ça, la façon efficace, c'est la transmission des taux d'intérêt de la Banque centrale. Mais ce faisant, à travers ce que nous faisons sur le verdissement des opérations, nous favorisons de fait un certain nombre d'entreprises et de projets plus avancés dans la transition. C'est les achats d'obligations et le collatéral, dont Mme Sass a parlé. Et ensuite, je crois vraiment que nous aidons au maximum les projets d'investissement dans ce pays, puisque nous contribuons à ce qu'il y ait des taux d'intérêt bas. Donc, ensuite, je souhaite que la prise en compte du risque climatique ou de l'intérêt climatique des projets se traduise, soit bien différenciée par les banques. Ça, nous le faisons en tant que superviseurs, en les obligeant. Nous avons fait, Madame Bateau, pour vous citer un exemple, quelque chose qui était vu comme totalement théorique il y a 5 ans, et qui est devenu une réalité pour la première fois en France en 2021, c'est un stress test climatique avec la CPR. Les banques et les assurances y sont venues, elles ont dû discuter de leurs projets, de la déformation de leur portefeuille, et ça, je crois que ça pousse beaucoup à orienter dans le bon sens la stratégie des banques. Merci. Charles Sittenstuhl. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, il y a 2 questions que je voulais vous poser. La première, elle concerne le Haut Conseil de stabilité financière. Il ne vous a pas échappé que la place de la Banque de France au sein du Haut Conseil fait l'objet de débats. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la place du gouverneur de la Banque de France dans le fonctionnement du HCSF et peut-être nous dire ce que vous pensez des débats qu'il y a sur le HCSF en ce moment? Deuxième question, dans le débat économique, encore je crois dans Le Monde de cet après-midi, il y a la thématique du décrochage économique de l'Europe par rapport aux États-Unis. Est-ce que ce que vous observez à la Banque centrale européenne, c'est y a-t-il, oui ou non, un risque de décrochage économique du continent européen par rapport aux États-Unis? Monsieur le rapporteur, monsieur le gouverneur, il n'est plus là. Très rapidement, sur le HCSF, je crois qu'il faut assurer... D'abord, je rappelle le HCSF, ce qu'on appelle quelquefois d'un terme barbare, l'autorité macro-prudentielle. C'est ce qui a été mis en place dans toute l'Europe et dans toutes les économies avancées à la suite de la grande crise financière. Il s'agit de surveiller l'apparition éventuelle de bulles et de prendre des mesures pour éviter des crises financières. Le coût des crises financières, on l'a un peu oublié, mais est absolument majeur. C'est plusieurs dizaines de points de PIB sur les finances publiques. C'est un drame économique et social avec la montée du chômage, etc. Donc avoir une instance qui, avec un bon équilibre, essaye de diminuer les risques de bulles et de crises financières, je pense que c'est d'intérêt collectif et général majeur. Ça existe partout. Le dispositif que nous avons en France est assez proche de celui des autres pays. Il résulte de la loi bancaire de 2013. C'est un équilibre entre la légitimité démocratique et l'autonomie opérationnelle. Donc c'est 8 membres, présidence du ministre, 3 personnalités qualifiées nommées par 3 autorités politiques, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le ministre. Nous avons ainsi 4 membres. Et 4 membres représentant les autorités indépendantes, dont votre serviteur. Le ministre préside et je propose. C'est ça le rôle. Je note que cette composition est très proche de la plupart de nos voisins.
À l'échelle européenne, il y a l'équivalent. Là, c'est présidé directement par Christine Lagarde. Je trouve très bien que la solution française. Et je redis que je crois que le HCSF a joué son travail. Il ne s'occupe pas que de crédit immobilier, mais qu'aujourd'hui, les normes de bon sens du HCSF ne sont pas en cause dans les chiffres décevants du crédit immobilier. Sur le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis, je ne peux malheureusement que confirmer ce que vous soulignez. Je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard si au moment où l'urgence de l'inflation diminue, ce qui est une bonne nouvelle, notre débat retrouve, y compris dans les quotidiens, notre débat retrouve cet enjeu de long terme structurel d'un risque de décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Là où la lettre essaye d'avoir un message, si ce n'est optimiste, en tout cas encourageant, c'est de dire que l'Europe elle-même, unie, a quand même un certain nombre de leviers là-dessus, la taille fois la puissance financière fois une meilleure efficacité publique. Voilà, je suis conscient de la multiplicité des enjeux domestiques dans chacun de nos pays, mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité, je le disais, au déclin de l'Europe. Si vous me permettez même de le dire en m'élevant au-dessus de ma seule condition économique, je suis frappé dans beaucoup de réunions internationales par l'attente d'Europe que je vois. C'est-à-dire que l'Europe porte un modèle social et environnemental sur lequel beaucoup d'entre nous se retrouvent. Ne laissons pas le face-à-face États-Unis-Chine ou Ouest-Sud déterminer le paysage mondial demain. Je pense qu'il y a un rôle très central pour notre pays et l'Europe. Marc Le Fur. Oui, merci, monsieur le gouverneur. Deux questions. L'une, elle était déjà posée par mon collègue Sylvain Stoul, c'est qu'effectivement la différence entre l'Europe et la France et les États-Unis, en particulier dans le monde industriel, l'industrie, n'oublions pas, c'est un dérivé du prix de l'énergie et le différentiel est gigantesque entre les deux continents. Deuxième question, et là elle est plus personnelle, elle sort un peu des questions qui étaient posées jusqu'à présent. Il se trouve que mes collègues m'ont confié le budget de l'aide publique au développement. À ce titre, je dois constater, et vous exercez une responsabilité à l'égard du monde bancaire, le retrait de nos banques d'Afrique, qui est massif. Non seulement le retrait de nos entreprises, le départ de Bolloré est pour moi une date dans l'histoire des relations entre la France et l'Afrique, mais également le départ de nos grandes banques, en particulier les deux plus investies, BNP Paribas d'un côté et la Société Générale. Je les interroge, je les auditionne, et elles me disent la chose suivante, c'est les questions de compliance, comme on dit maintenant, qui nous font quitter l'Afrique, non pas tellement à l'égard de nos règles, mais à l'égard de la menace qui serait exercée par les Américains sur nos éventuelles interventions et défaillances en Afrique. Donc, alors là, tout ce monde la vit dans le traumatisme des 9,5 milliards, BNP Paribas, etc. Monsieur le gouverneur, que pouvez-vous faire pour que nos banques ne désertent pas l'Afrique? Parce qu'une banque qui quitte un continent, c'est pas une entreprise, c'est un effet systémique majeur. Et je sais que le président, qui m'accorde un quart de seconde de plus, est sensible aussi à ces questions. Absolument, monsieur le gouverneur. J'y suis sensible aussi. Vous me permettrez de me limiter à cette deuxième question, parce qu'Europe et États-Unis, on en a parlé. D'abord, ceci relève de la décision de chaque banque. Je suis honnête avec vous, ce n'est pas le président de la CPR que je suis qui peut décider de la stratégie de chaque banque. Mais je souhaiterais, comme vous, que la présence française en Afrique, y compris la présence de nos banques, reste plus forte. Je ne peux pas nier que la question anti-blanchiment se pose. Et je manquerais à mes devoirs si, en président de la CPR que je suis, je vous disais c'est quelque chose sur lequel on peut montrer de la tolérance, de la flexibilité, 20% comme pour le HCSF. Ça, non, c'est la tolérance zéro, parce qu'une banque peut mourir d'un problème réputationnel. Nous l'avons vu, heureusement pas en France, mais ailleurs. Bon. Je crois que ça ne doit pas se traduire fatalement par le retrait. Et je voudrais relever un élément favorable qui, j'espère, pourra demeurer, c'est la coopération monétaire que nous avons avec l'Afrique. Aujourd'hui, dans 15 pays d'Afrique, en Afrique occidentale et Afrique centrale, il y a une monnaie stable, convertible, une surveillance bancaire régionale. Ça, je souhaiterais avec vous que ceci puisse continuer, quitte à être réformé. Je relève que c'est le choix de nos partenaires africains. Et ça restera le choix de nos partenaires africains. La France s'est montrée ouverte à un certain nombre de réformes, notamment en zone d'Afrique occidentale. Donc là, je crois qu'il y a un élément favorable. Et là aussi, trouvons le chemin de convergence entre des injonctions qui peuvent paraître contradictoires.
il faut être absolument strict sur l'anti-blanchiment. En même temps, je crois, comme vous, énormément au potentiel de l'Afrique. J'ai beaucoup souligné les atouts de l'Europe. Une des chances de l'Europe, c'est d'avoir l'Afrique à ses portes. Allez, dernier orateur, Dominique Da Silva, et à 13h, je dois partir. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, vous préconisez dans votre lettre 3 transformations d'avenir et qui commencent à raison par réussir la transformation du travail. Alors, vous rappelez les grandes difficultés de recrutement pour 39% des entreprises, alors que nous avons encore 2,3 millions de chômeurs, dont 600 000 jeunes. L'apprentissage séduit. Aujourd'hui, 1 million de jeunes, c'est 3 fois plus qu'en 2017. Demeure donc une voie d'excellence qui est plébiscitée par tous les acteurs, qu'il faut donc pérenniser. Mais comment financer 3 fois plus d'apprentis avec le même niveau de taxes d'apprentissage sans creuser de déficit? Donc, ma question porte donc sur ce bon niveau de financement dans les compétences et comment garantir la soutenabilité de ces dépenses d'investissement utiles pour nos finances publiques. Et donc, pour être encore plus précis, quelle est la part que les entreprises doivent prendre, sachant que leur contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance ne couvre pas le niveau de dépenses publiques? Je vous remercie. Monsieur le Gouverneur. Oui, alors monsieur le député, là je vais toucher mes limites de compétences budgétaires et visiblement c'est un sujet que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Je peux simplement relever avec vous le très grand succès qu'est le développement de l'apprentissage en France. Nous avons pratiquement doublé le nombre d'apprentis ces dernières années. Nous avons presque rattrapé l'Allemagne. Je crois simplement qu'il faut continuer dans cette voie. Alors après, je parle devant un spécialiste de l'apprentissage. Est-ce qu'il y a certaines dépenses sur lesquelles on peut gagner? Les apprentis issus de l'enseignement supérieur, je sais qu'il y a quelques pistes. Bon, mais je serais prudent. Continuer dans cette voie, ça veut dire aussi l'élargir. Si je raisonnais par cercle, et je termine par là, l'apprentissage, c'est pour les jeunes et c'est très bien. La formation professionnelle, c'est pour tous les adultes au travail. Et là, nous avons fait des progrès, mais nous ne sommes pas au bout. Nous ne sommes pas au bout. Et il y a des sommes très importantes qui, sans doute, peuvent être encore plus efficaces, pour reprendre mon mot de tout à l'heure. Puis il y a un troisième cercle, c'est la gigantesque bataille de l'école. Ça, c'est les générations futures. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le temps de retour de chacun des investissements, il est très rapide sur l'apprentissage. En 2 ans, vous avez formé un apprenti. Il est peut-être un peu plus long pour la formation professionnelle, mais on touche des millions d'adultes. Et c'est une génération pour l'école. Mais il faut que nous emboîtions ces 3 batailles pour gagner la bataille des compétences. J'ai salué les progrès que nous avions faits sur l'emploi. Il faut aussi de temps en temps, dans notre pays, que nous sachions saluer nos propres réussites. Merci.